Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, podcast à l'ancienne, podcast à la bonne franquette. On est à nouveau tous les deux pour faire ce podcast et on va répondre à quelques questions que vous nous avez posées. Alors avant de faire un sommaire, je tiens à préciser quelque chose. C'est vrai que je ne te l'ai pas dit avant, Rémi. J'ai fait du coup donc une commande Nutrimuscle et à tout moment, elle peut arriver pendant le podcast. C'est-à-dire que j'ai pas envie de la rater parce qu'après, le livreur va devoir repasser ou autre. Donc à tout moment, il peut y avoir un petit break où je vais chercher ma commande parce que potentiellement le livreur est là. Et du coup, bah, ça c'était la petite précision. Comme quoi, tu vois, c'est podcast vraiment super giga franquette. Et pour faire le petit sommaire, on va du coup aujourd'hui parler des morphotypes. Les morphotypes, est-ce un mythe? Est-ce une réalité? Ça peut être un sujet intéressant. Et ensuite, on parlera du nombre de pas. Est-ce que 10K steps, ça suffit, notamment pour une sèche? On parlera aussi, je pense, dans le cadre d'une prise de masse et de manière générale, combien de steps il faut faire. C'est un sujet assez vaste. Deux questions aujourd'hui qui, je pense, vont nous prendre pas mal de temps. On va essayer de rentrer pas mal dans les détails. Mais avant ça, petit rituel, mon frère, le retour sur nos semaines, sachant que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait le rituel, parce que dernier podcast avec Louis, on n'a pas réellement fait de retour sur nos semaines. On lui a laissé la parole. Et puis même celui juste avant avec les deux frangins, Yann et Tony, pareil, on leur a laissé la parole. Donc c'est vrai qu'on aura peut-être des choses à dire. Donc ouais, on n'a pas fait trop de récap. Donc mon frère, je te laisse faire un petit récap sur ta semaine, tes dernières semaines, bref, tout ce que tu veux. Bah écoute, c'est ce que je dis toujours, hein, mes entraînements se passent toujours très bien, toujours avec cette même implication dans ma prog. Donc les performances augmentent, l'intensité est toujours là. Et je prends toujours autant de plaisir à m'entraîner. Je commence à avoir des petites gênes au niveau de l'épaule et finalement en fait j'ai identifié l'exercice qui me tirait un petit peu l'épaule. Donc c'est tout simplement la shoulder press que je fais sur mon premier push. Et en fait juste en faisant un recyclage de l'exercice et en améliorant un petit peu le contrôle de mon excentrique, eh bien c'est tout de suite parti. Je pense que c'était tout simplement dû à une mauvaise gestion de ma montée en gamme et de mon échauffement global où en fait je n'accordais pas assez d'importance à l'échauffement des biceps puisque forcément le biceps aussi intervient sur la stabilité de l'épaule. Donc forcément dès qu'on passe sur un exercice qui met en travail en fonction l'épaule, ça peut, et c'est ce qui me commençait à me tirer un petit peu, j'avais une irradiation du biceps, du long biceps. Et en améliorant mon échauffement, en améliorant ma montée en charge et en recyclant l'exercice, eh bien la douleur est partie. C'était aussi lié à pas mal de fatigue aussi à nouveau et parce que voilà, ma récupération est un peu moins bonne en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est la pleine lune depuis, enfin ça a été la pleine lune en début de semaine Non. et je l'ai déjà dit dans ce Mais tu podcast fais chier avec ta pleine lune. et figure-toi que je ne suis pas le seul. Kevin, à qui je fais un petit coucou sur les réseaux, m'a également partagé ces troubles du sommeil lorsqu'il y a la pleine lune. Donc je ne suis pas le seul. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre sur cette planète qui a des problèmes de sommeil lorsque c'est la pleine lune. Donc voilà, ça me fait plaisir de savoir. Et encore, je sais toujours pas pourquoi, hein, mais il y a un lien. J'ai pas encore gratté un petit peu, mais il doit y avoir un lien avec la lune. Et donc voilà, depuis le début de semaine, et même un peu avant, voilà, je sais que je dors mal ou je sens que j'ai un sommeil plus léger du moins lorsque la pleine lune est là. Alors ça, moi, honnêtement, je vais te le dire, c'est la pensée magique. C'est la pensée magique. Et surtout en muscu, ça se confirme assez souvent. Tu vois, on avait parlé un jour des personnes, tu sais, qui débutent un déficit calorique. Et tout de suite, tu sais, ils se mettent en mode, tu sais, Dark Sasuke. C'est-à-dire que le mec, il a, il a 4000 calories, il passe à 3005, et d'un coup, tu le vois, il arrive à la salle, et c'est plus le même. Il arrive, il a une capuche sur la tête, il va sur son tapis, il parle à personne, il dit bonjour à personne, tout ça parce qu'il a enlevé 500 kilocalories. Et au final, à la fin de la semaine, il se rend compte que
bah, 500 kilocalories, c'était limite pas suffisant. Le mec était encore en surplus calorique. Mais tu vois, dans sa tête, il a enlevé des calories, il est en déficit, et puis il va te dire, ouais, j'ai vachement moins d'énergie, toutes mes perfs ont diminué. Alors qu'en fait, c'est juste parce qu'il s'est persuadé de ça dans sa tête. Et puis, tu sais, il va, au fur et à mesure, même quand tu fais un déficit, tu sais, certains vont se dire, oui, bah, je suis vachement plus irritable, machin, etc. Effectivement, tu peux accumuler un peu plus de fatigue plus facilement, mais en aucun cas, ta sèche peut, enfin, dire c'est à cause de ma sèche et te persuader que c'est à cause de ta sèche. En fait, c'est juste justifier le fait que tu es un connard et que tu n'as pas envie d'être poli avec les gens ou ce genre de choses. Il y a quand même un monde et en fait c'est putain le podcast commence tu te souviens de la dernière fois on avait dit Denis la sauce piquante Et Rémi le guacamole. et dès le début du podcast je commence, je suis désolé, je voulais pas insulter les gens, mais encore une fois c'est pour comprendre, enfin c'est pour faire comprendre aux gens que parfois juste on se persuade de quelque chose parce qu'on l'a entendu, parce qu'on l'a vu, parce que on trouve ça stylé de faire comme Chris Bumstead quand il a à la fin de sa sèche, alors que nous on a commencé notre cut il y a deux semaines et que bah t'as pas du tout de perte de force, ce genre de choses. Souvent, on s'en persuade, on en a parlé avec Flo dans le podcast dédié à la perte de gras, que nous, enfin, durant nos pertes de gras, on avait continué à progresser sur plein de mouvements. Et il y a des mecs, au bout de 2 jours de déficit, ils vont te dire j'ai plus d'énergie et tout, alors qu'ils ont enlevé un tout petit peu de calories en plus. Non, purement, c'est dans ta tête. Et en fait, tu justifies le fait, tu te dis, bah voilà, moi j'ai débuté un déficit calorique, du coup je vais avoir moins d'énergie. Et je pense que le truc de la pleine lune, c'est un peu ça en mode, bah une fois tu as mal dormi, tu as vu que c'était la pleine lune, tu t'es dit, ah, c'est parce que c'est la pleine lune. Et maintenant, en fait, le truc, c'est que tu peux même avoir le truc, tu vas te coucher, tu vois que c'est la pleine lune et tu te dis, je vais mal dormir. Et du coup, à cause de ça, tu vas mal dormir. Et en fait, c'est purement dans ta tête, à mon avis, que ça se passe, tu vois. Oui, Mais je pense que c'est clairement un lien, comment on appelle ça, un lien de cause à effet. En fait, je ne savais pas que c'était la pleine lune jusqu'au moment où eh bien, ma copine m'a dit ah, ils annoncent une super pleine lune, viens, on va la photographier. Parce que bon, il faut savoir que ma copine adore la photographie et la pleine lune, c'est aussi un prétexte pour aller la regarder et la prendre en photo. Et c'est bien sûr à partir du moment où j'ai su que c'était la pleine lune que dans ma tête, je me suis dit putain, je vais mal dormir. ouais, mais Putain, c'est alors, la pleine lune, fais chier, je vais mal dormir. tu Alors vois, après, ouais, si on recontextualise, du coup, enfin, je me souviens, tu m'as envoyé des snaps, tu t'es couché plus tard, donc potentiellement, tu n'étais plus dans ton cycle de sommeil, et je pense que ça, enfin, tu n'étais plus réglé sur ton horloge classique, et je pense que ça a beaucoup plus d'impact sur le fait que tu dormes mal, plutôt que juste parce que c'est la putain de pleine lune. oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un gros facteur psychologique. Comme je te dis, j'ai fait le lien pleine lune, donc bah, mon excuse, c'est que je vais m'engouffrer dans le fait qu'il y a la pleine lune, je vais mal dormir, donc j'ai une excuse pour bah, me sentir un peu moins bien à l'entraînement. Mais ça, tu as entièrement raison. Mais quand même, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et est-ce que du coup, tous ces moments-là, tous ces événements-là confirment la règle? Je ne sais pas. Tu sais quoi, on va faire une étude sur, je vais prendre toutes les données de Maura Ring. Toutes les fois où j'ai mal dormi, je vais regarder les dates de la pleine lune. Et si je me retrouve avec, genre, je sais pas, plein de fois où j'ai mal dormi et que c'était la pleine lune, ok, pas de problème. Si par contre je me retrouve en mode, bon bah il y a une fois où j'ai dormi parce que, enfin mal dormi parce que c'était la pleine lune ou un truc comme ça, là la théorie tombera à l'eau. Mais tu vois, j'invite tous ceux qui ont une Oura Ring ou un objet pour traquer leur sommeil à faire la même chose. Et on va faire une étude et on va enfin savoir si cette pleine lune a un effet sur notre sommeil ou pas. Hmm. Parce que le 0RR podcast, c'est aussi le podcast de la science. Exactement, la science, mais et également partagez-nous aussi vos ressentis si vous aussi, lorsque bah, il y a la pleine lune, est-ce que vous êtes impacté lors de vos nuits de sommeil? Hmm. Ok, mon frère, ça marche pour ton retour. Tu as d'autres choses à ajouter? Non, rien de spécial, bah, comme je disais, hein, c'est une semaine comme une autre, enfin c'est des semaines comme les autres. Tout se passe bien, la progression est là, je kiffe mon entraînement, donc voilà, rien à dire. RAS, Ok, ok, ok. et toi? Toi, je sais que tu as Moi, plein de choses à dire. ouais, j'ai pas mal de choses à dire. Alors déjà aussi, je m'excuse parce que je suis un peu fatigué. Et du coup, vous voyez, je justifie ma fatigue en étant assez piquant, alors qu'en fait, c'est pas du tout une excuse.
je vais essayer de me retenir un peu. Ça rejoint un peu ce que je disais précédemment. Et le fait que du coup j'utilise ma fatigue pour être plus piquant et du coup j'ai dit une insulte au début et je l'ai justifié très bien par ma fatigue alors que comme je disais c'est pas une raison pour le coup, c'est que moi-même je suis un connard. Donc réfléchissez bien à ça et parfois on peut dire bah voilà c'est parce que je suis fatigué, c'est parce que j'ai faim, c'est parce que machin, alors que pas du tout. Donc je vais essayer de me retenir un peu pour les prochaines. Parce que c'est sûr qu'en fait, dès qu'on se trouve des excuses, on se laisse vachement plus aller, que ce soit euh, voilà, dans la façon de parler, dans la façon dont on est avec soi-même et avec les autres, mais aussi parfois ça peut être avec la diète et tout de suite, bah, voilà, dès qu'on a une petite baisse d'énergie, ça peut être la porte ouverte pour manger un peu plus, etc. Bref, je pense que j'ai englobé le sujet avec ce que j'ai dit avant et ce que j'ai dit maintenant. Et on va revenir du coup un peu sur les dernières semaines. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on va pas. On est déjà sur une intro qui est suffisamment longue. Au niveau des dernières semaines, pour moi, l'élément le plus marquant, c'est que du coup, ça faisait un petit moment que dans ce podcast, je parlais du fait que j'allais lancer les vidéos YouTube, les vlogs, Et oui. pas mal de formats comme ça. Et c'est chose faite avec du coup le premier vlog qui est sorti, qui a très bien marché, sur lequel il y a eu beaucoup de retours. Enfin, très bien marché, j'ai pas suffisamment de retours pour savoir ce qui marche bien et ce qui ne marche pas bien. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'interactions. Je crois qu'il y a eu plus de 150 commentaires, quelque chose comme ça sur le vlog. Donc merci à tous ceux qui sont passés, qui ont donné des pistes d'amélioration, etc. J'ai pris pas mal de choses. Enfin, j'ai pris beaucoup de notes pour améliorer dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a 6 vlogs d'avance qui sont tournés. Le truc, c'est que j'ai un peu de retard au niveau du montage parce que ça prend beaucoup de temps à monter. Et avec les podcasts, les coachings, le contenu aussi journalier sur les autres réseaux, bah, c'est vrai que ça fait un truc en plus, mais c'est à moi, voilà, je me suis embarqué dans cette histoire, donc il faut que j'assume jusqu'au bout. Et c'est une très très belle année, enfin c'est une très très belle aventure qui commence. Le format en plus a l'air de plaire. J'ai beaucoup plus de liberté, c'est ce que je disais précédemment, c'est que bah au final le format court, je suis limité parce que je peux pas développer totalement mes idées. Le podcast, il n'y a pas la vidéo, on peut pas montrer par exemple si je dis bah voilà cette machine c'est la meilleure machine, ou alors si je dis fais ton mouvement comme ça, bah au final c'est un podcast audio donc ça a des limitations. Donc vraiment, le format vlog, le format YouTube, en général, c'est quelque chose qui, en fait, ça fait sauter toutes les dernières barrières. Et en plus, bah voilà, je peux vraiment aller sur des sujets. euh, En fait, je peux développer tout ce que je veux, quoi. Je me dis, ça peut parler muscu, ça peut parler diète, ça peut parler mindset mental autour de la muscu, autour du sport, autour de Et la façon. projet. Et projet, et projet aussi. Projet. Galois Gym. Oups. Et, et d'ailleurs, Rémi apparaît dans un des vlogs. Rémi apparaît dans un des vlogs, je crois que c'est le troisième ou le quatrième, je sais plus, parce qu'il y a tellement d'avance et j'ai pas commencé le montage que du coup je sais plus lequel c'est. Donc bah voilà, il y aura aussi d'autres intervenants pour faire vivre le podcast, parce que moi tout seul c'est pas hyper fun. Donc je sais pas si toi qui écoutes ce podcast, tu as suivi un peu cette aventure ou pas, sinon je t'invite à le faire. Et voilà, ça fera un peu plus de contenu autour des frères gallois et de tout ce qu'on veut apporter au monde de la muscu. Donc je pense que c'est ça surtout l'élément le plus marquant. Après, pas grand-chose d'autre à dire. Il y a beaucoup d'aspects que je développe, du coup, notamment dans ces vlogs. Je parle pas mal de ma blessure. Pour faire un petit point rapide, parce que du coup, je considérerais toujours que les auditeurs du podcast sont les rois et qu'ils méritent les informations en avance. Donc, je vais faire un petit update de ma blessure ici parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup demandé et je pense que ça n'arrivera pas avant quelques vlogs du coup, donc potentiellement plusieurs semaines. Donc, comme tu es un roi, toi qui écoutes ce podcast, ou une reine, parce qu'on a pas mal d'auditrices aussi, pour faire un petit récap sur ma blessure, l'épaule va mieux. J'ai quasiment récupéré totalement au niveau de mon épaule. Ce qui me reste en fait, c'est un peu sur le pec à droite. Ce qui est assez drôle, c'est que souvent, la douleur, en fait, la douleur, c'est considéré un peu comme un incendie,
tu vois, si on fait une image, la douleur correspond à un incendie et quand tu éteins l'incendie, tu vois un peu d'où vient le départ de feu. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. L'incendie, du coup, a été éteint sur mon épaule et on a vu que le départ de feu venait un peu de l'épaule, mais aussi pas mal du pec. Et au final, maintenant, il me reste plus, enfin, la gêne qui me reste est plus importante sur le pec que du coup sur l'épaule. Donc, il y a toujours un lien. Et puis, tu sais, parfois, quand tu penses avoir mal quelque part, c'est lié à autre chose. Et c'est un peu ça, tu vois, parfois tu te concentres sur l'incendie alors qu'il faut juste voir ce qui a fait démarrer le feu et ce qu'il a alimenté. Pour ça, en fait, il faut éteindre l'incendie, tu n'as pas trop le choix et après tu vois un peu d'où ça vient. Donc là, c'est un peu ça qui s'est passé. Donc il me reste voilà, le PEC, c'est du travail. J'espère vraiment que potentiellement rentrer septembre, octobre, par là, je serai vraiment opérationnel à 100%. En attendant, je finis mon cut. Le cut avance bien, hein, le cut avance bien. Je dois même freiner le cut parce que du coup, ça va un peu, ça va limite un peu trop vite. Je perds du gras trop vite et j'ai peur que ça coïncide pas avec. Tu vois, je me dis, il faut que je le fasse. Il faut que mon cut se termine au moment où ma blessure sera 100% guérie. Mais vu comme parfois la blessure ça rajoute et le cut c'est pareil, pour faire coïncider les deux, c'est pas simple. Mais sinon, ouais, le cut avance bien de toute façon, j'ai pas trop de difficultés. Dans les vlogs, justement, on va en parler un peu et ça fait la transition avec les recettes, les idées de recettes. Dans les vlogs, j'ai montré intégralement comment j'ai préparé plusieurs plats. J'ai fait du coup ce que j'ai appelé le ragoût de bœuf. Donc je spoile pas, mais un peu quand même, hein, les auditeurs sont les rois. Et le deuxième plat que j'ai fait, c'est de la blanquette. J'ai fait de la blanquette. Et honnêtement, tu verras, c'est pareil, c'est cuisine à la bonne franquette. Ça prend voilà, 10 minutes de préparation, même pas. Ce qui est un peu long, c'est la cuisson, mais tu verras que c'est pas forcément un problème parce que bon, bah, ma blanquette, j'ai oublié de la tourner plusieurs fois, j'ai dû la tourner 3 fois. Ça n'a pas accroché, ça n'a pas cramé, rien du tout, et c'était super bon. Donc voilà, c'est des recettes ultra simples, bonne franquette et tout, pour montrer que bah, la cuisine, c'est facile au final. Et comme ça, ça fera la transition. On pourra donner ici des idées pour ça. Et dans du coup les vlogs, je montrerai en détail les recettes. Et justement, dans un vlog aussi, on a vu la cuisine de Rémi, un peu. Ah, Euh, bah oui. Est-ce que tu veux teaser un peu aussi? Bah, Je et vais même, monter la mayonnaise. Hein. je voulais même la justifier, vu qu'on fait un point aussi sur l'alimentation, enfin voilà, ce qu'on mange au quotidien, mais c'est vrai que ça n'a pas été hyper bien J'a- accueilli sur euh, Instagram. J'arrive chez Rémi, donc j'avais déjà mangé. Je regarde le repas de Rémi. En fait, je savais pas s'il venait de le vomir ou s'il l'avait pas encore mangé. C'était une texture un peu particulière. Même Denis, si, mais quoi, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai que je pense il y a quand même une différence entre mon ragoût de bœuf, la blanquette, et l'espèce de vomi infâme que tu manges. Est-ce que je peux me justifier? Vas-y, mon frère, justifie-toi. Donc c'est vrai que lundi, on s'est retrouvé avec Denis au moment du repas. Alors lui, il avait déjà mangé et moi, j'étais en train de manger. J'avais expliqué aussi dans les précédents vlogs, c'est un petit lapsus, mais dans les précédents podcasts que j'avais du mal à manger les pommes de terre lorsqu'il faisait chaud. Et j'ai voulu tenter de la purée de pommes de terre. Donc très simple, hein, on prend nos pommes de terre, on met un petit peu d'eau, un petit peu de lait, paf, on passe ça au mixeur et on a une sorte de purée. Mais par contre, j'avais aussi envie de tout mixer. J'avais du filet mignon. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais tout mettre dans le mixeur et bah, voilà, ça va me faire un truc plutôt facile à manger parce que lundi, particulièrement lundi, j'avais pas beaucoup de temps pour manger. Je voulais manger mes pommes de terre, mon filet mignon en un temps record. J'avais voilà, pas plus de 15 minutes pour manger tout ça. Et donc, c'était le truc le plus simple à faire. Tout broyer pour faciliter la mâche. Et j'ai testé. Et c'est vrai que au visuel, c'était pas beau. C'était pas Ouais. beau. C'était même dégueulasse. On avait l'impression que j'avais régurgité mon repas. Mais par contre, au goût, c'était excellent. Vraiment, c'était excellent. Avec quelques épices et puis une bonne cuillère. Et puis go, hein, ça passait très bien.
J'avais aussi un petit melon à côté. J'ai hésité à mélanger le melon, mais je me suis dit, si je mélange le melon avec le reste, là, on va vraiment me prendre pour un fou. Mais il faut savoir que moi, j'adore tout mélanger. J'avais parlé, quand on était en appart avec Denis, que ça me dérangeait pas de mélanger de la cannelle avec du maquereau, enfin faire des associations un peu dégueulasses au premier abord. Mais par contre, gustativement, c'était plutôt bon. Donc voilà, moi je suis le roi pour ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous partager également vos recettes des pires trucs à associer, parce que je suis plutôt expert dans le domaine. Non, mais c'est vrai que, en vrai, je me moque un peu de toi, mais ce qui compte, c'est que tu étais macro et que ce soit bon. Ouais, c'est C'est, ça. c'est toujours ça. Et puis, ça se trouve, tu sais, si tu avais eu un peu plus de temps, tu aurais pu te faire un espèce, tu sais, de hachis parmentier. Tu mets ta viande dans un plat, tu mets ta purée C'est ça. par-dessus. Limite, tu mets un peu de purée de tomate sur ta viande. Tu mets un peu de fromage sur le dessus. Tu mets 10 minutes au four. Tout de suite, le truc, ça a une meilleure gueule. Je sais pas si ça aurait été bien meilleur, mais honnêtement, au vu du peu de temps que tu avais, Mm. tu as fait un truc qui était relativement bon. Et même si la texture, c'était pas ouf, bah, ça fonctionne quand même. Non, mais en plus de ça, c'est que c'était un petit peu à la dernière minute. Je me suis dit, ah, j'ai vraiment pas le temps de manger. Je sais plus combien j'avais de grammes de pommes de terre et le reste. Je me suis dit, ok, je sens le mixeur, je balance tout, sauf que mon mixeur n'avait pas les capacités de tout mixer. Donc, il y a des pommes de terre que j'ai mises voilà, pleines dans mon saladier. Donc j'avais un petit peu de purée, j'avais des pommes de terre un peu coupées. C'est vrai que ça ressemblait à rien, mais bon, voilà. Au vu de ce que je pouvais faire, c'était le mieux. Ça ressemblait, tu sais, un peu à la gamelle du chien. Mhm. Tu sais, la purée de cantine, là où les petits ont tout mélangé, ils ont mis les morceaux de pain, ils ont mis le dessert, ils ont mis la Ah ouais, macédoine, ils ont tout mélangé dedans. ah ouais, Mais, ouais. mais tu vois, sur Instagram, il y avait les deux opposés. Il y avait ceux qui disaient, ah, franchement, c'est dégueu, franchement, tu pourrais faire un effort, et ceux qui me disaient, oh, mais ça a l'air d'être trop bon, est-ce que tu peux me filer ta recette? Donc, tu vois, c'était c'était un peu. Ouais, ouais. Bah, tu sais, quand tu manges toujours riz poulet aussi, au bout d'un moment, quand tu vois ça, ça peut limite te donner envie, même si ça ressemble à du vomi, hein. Bien sûr, ouais, bien sûr. Bon, mon frère, je pense qu'on a fait un petit récap de tout. Ouais. Au final, on a rattrapé l'intro, tu sais, qui était un peu longue en fusionnant le retour sur nos semaines et les menus. Ouais. Je propose qu'on attaque la première question, celle sur les morphotypes. Les morphotypes, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Alors, déjà, on va peut-être faire un Une récap, présentation un générale, ouais. récap sur les morphotypes. Parce que C'est-à-dire, Denis, toi, tu te qualifies comme quoi? Ecto, méso ou endo? bah attends, déjà, on va qualifier tout ça. Pour faire simple, il existe trois grands morphotypes. Le premier, J'ai plus le nom de la personne qui les a classifiés, qui les a théorisés. J'ai, bah déjà, c'était un psychologue. ouais. Donc, rien à voir avec le. C'était uniquement sur des observations qu'il les a. Donc, déjà, ça. Bon, on a un premier point sur sur la fiabilité des informations. Donc, le premier qu'on va avoir, c'est tout simplement l'ectomorphe. L'ectomorphe, c'est celui qui est tout sec et qui a beau manger, il ne prend pas de poids. Souvent aussi, il a une ossature qui est assez fine et du coup, voilà, il aura beau manger, il prendra pas de poids, il restera toujours très sec. Voilà, il est plutôt grand, il a des leviers plutôt longs, très fins, et comme Denis le dit, il peut manger tout ce qu'il veut. Alors, C'est la personne qui ne prendra pas de poids. la taille, ça n'a rien à voir. C'est Non, mais vraiment il a des segments, enfin, il est plutôt long, allongé, etc. non plus la longueur des segments, ça n'a rien à voir. C'est Ah juste, ouais? ouais, ouais, il se base sur l'épaisseur des os, l'épaisseur Une des ossature os. plutôt fine, oui, c'est ce que je veux dire, en étant fin, allongé. C'est plutôt Pas quelqu'un allongé, je te dis. c'est plutôt quelqu'un qui a les clavicules plutôt étroites. Non plus. En gros, c'est vraiment ossature fine. En fait, ça rentre pas dans ce détail-là. Là, si tu veux, à toi, ce que tu veux dire, c'est, et je pense qu'on en parlera peut-être, c'est, tu sais, tout ce qui est bréviline, longiligne, etc. Mais ça, c'est autre chose. C'est une Ah autre oui, oui. classification. Ça, mais oui, il y a la confusion, effectivement, et je viens de la faire, et ça, il faudra qu'on en parle aussi après, ouais. Ok. Ensuite, du coup, il va y avoir l'endomorphe. L'endomorphe, ça va être le contraire, qui va du coup être une personne qui, elle, sera de nature grasse et qui aura énormément de difficultés à perdre du poids. Elle aura beau manger une feuille de salade, elle n'arrivera pas à perdre de poids. Et, euh, et elle va avoir une ossature plutôt assez lourde.
Et enfin, il y a l'entre-deux, qui est Le un peu rêve. le rêve, c'est ça, c'est le mésomorphe. Le mésomorphe, c'est le mec qui est musclé sans avoir besoin de rien faire. Pareil, il a une stature plutôt assez lourde et il prend du muscle très facilement. C'est le mec qui peut manger un burger, ça va pas se voir sur son physique, il restera musclé, ou au contraire, il peut rien manger, il perdra pas de poids. Bref, c'est la situation idéale, le mésomorphe. Et ça, du coup, cette classification-là, elle a été très populaire. Quand j'ai commencé la muscu, c'était vraiment quelque chose de très, très populaire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très simple de s'identifier à une catégorie. C'est très simple de s'identifier à une catégorie dans le sens où bah, la personne qui n'arrive pas à prendre de poids va dire bah, moi, c'est parce que je suis ectomorphe. La personne qui n'arrive pas à en perdre, elle va dire bah, moi, c'est parce que je suis endomorphe. Et au contraire, dès que tu vas voir un mec qui est un peu stock, qui a des résultats, tu vas dire ouais, c'est parce qu'il est mésomorphe. Et paf, là c'est tout simple. Et ça revient au début du podcast, tes excuses elles sont toutes trouvées. Tu vois, tes excuses elles sont toutes trouvées et du coup c'est un peu la porte ouverte à ne pas faire d'efforts parce que de toute façon, bah, toi, tu es comme ça, tu peux rien changer. C'est ton morphotype et tu ne peux rien changer. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très populaire. Maintenant, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Je pense que le ton que j'ai pris et la façon dont j'ai expliqué les choses, on a déjà dit un peu long. Mon frère, je vais te laisser parler pour toi que tu nous donnes un peu ton avis sur tout ça. Bah, en fait, là où je voulais rebondir surtout, c'était sur cette notion de vouloir absolument se classifier, se catégoriser, puisque tout individu a besoin d'appartenir à un groupe pour se sentir exister. Et c'est pas voilà pour rien qu'on retrouve des personnes qui s'identifient derrière des identités bien connues, si vous voulez. Voilà, la team des longs pecs, la team des clavicules larges, enfin voilà, toutes ces choses-là ça permet aussi à l'individu d'exister. Et à travers la catégorie des morphotypes, eh bien, la personne aussi s'intègre à une catégorie. Et quelque part, du coup, ça la guide sur ses capacités à se développer. Donc, comme Denis l'a dit, ça a aussi l'effet de donner des excuses à la personne qui va s'identifier à une de ces catégories, puisqu'elle va être du coup bridée, limitée, parce que la catégorie englobe. Mais bon, comme vous en doutez, vu comme ce sont des catégories et que personne ne rentre dans des cases, il va plutôt, il va plutôt être intéressant de se dégager de tout ça et plutôt de, de prendre cela comme des tendances à avoir des capacités, à avoir une ossature plutôt épaisse et une ossature plutôt fine, mais pas à se fermer dans une de ces classifications. Donc, il est intéressant de se baser sur la tendance de ces morphotypes, mais pas de prendre ça comme argent comptant. Donc, c'est clairement pour moi un mythe, sachant qu'en plus de ça, la personne qui a élaboré ça, c'était il y a des années, en plus une personne qui n'est pas issue du sport, qui est plutôt dans l'aspect sociologique, l'observation, et en aucun cas quelqu'un qui est basé sur la morphologie, sur l'étude du corps, de l'anatomie. Et donc c'est pour ça que voilà, ça a aussi ce côté un petit peu bien plus que perfectible. En fait, c'est ça. J'avais fait du coup un post, je crois que j'en ai même fait une vidéo. Je sais même plus, j'ai fait tellement de vidéos maintenant que je me rappelle plus. Mais un post, c'est sûr. En gros, je prenais un peu le truc à la rigolade et ce que je faisais, c'est que je montrais des photos de 3 corps différents où du coup j'enlevais la tête et donc je montrais une personne très maigre et je disais bah ça c'est un ectomorphe. Ensuite, du coup, je prenais une personne très grasse et du coup, je disais, bah ça, c'est un endomorphe. Et après, je montrais une personne très musclée et je disais, bah ça, c'est un mésomorphe. Voilà. Et en Et sur les fait, 3 photos, c'était Denis. et voilà. Et en fait, les 3 photos, c'était 3 photos de moi. C'est-à-dire que c'était moi au début de la muscu où j'étais tout sec, où j'arrivais pas à prendre 1 gramme, etc. Parce que bah, au niveau de l'alimentation, faut dire, c'était pas aussi carré que ça. Ensuite, j'avais mis une photo de mon dirty bulk, donc où j'étais monté bien gras. Et après, j'avais mis une photo de après la sèche de mon dirty bulk, donc où j'étais sec, abdos, machin et tout. Et au final, ça montrait que bah, j'étais passé en fait par les 3 stades. Et la moralité de tout ça, c'est que, en fait, c'est tes actions qui vont déterminer les résultats et non pas une classification bancale. Le truc, c'est que
voilà, tu peux te dire, bah, moi, je suis ectomorphe, j'arriverai jamais à prendre du poids. Bah, essaye d'être en surplus calorique et tu vas voir que tu prendras du poids. Tu peux te dire, je suis endomorphe, j'arriverai jamais à perdre du gras. Bah, mets-toi en déficit calorique et tu perdras du gras. Tu peux te dire, bah, je suis pas mésomorphe, j'arriverai jamais à être musclé. Bah, si t'es gras, fais un déficit, ou si t'es maigre, fais un surplus et applique la surcharge progressive, entraîne-toi pendant des années, et tu verras que bah, d'un coup, tu diras, bah, en fait, mésomorphe, je suis devenu mésomorphe ou quoi. En fait, c'est ça le truc, c'est que ce qui sera toujours le plus important, c'est les actions, c'est ce que tu fais, et pas les excuses que tu vas trouver. Parce que c'est ça, en fait. Aujourd'hui, Rémi le disait, je crois, dans un des premiers podcasts, c'est le tiroir à excuses. Le tiroir à excuses, tu l'ouvres. Oh, bah pourquoi j'arrive pas à prendre de poids? Alors, tu sais, tu as l'évidence même où il y a écrit tu n'es pas en surplus calorique. Mais non, toi, tu ouvres ton tiroir à excuses parce que je suis ectomorphe. Allez hop, c'est trouvé. Voilà pourquoi je suis là. Donc, au final, tu te remets jamais en question, et du coup, tu ne progresses pas. Et du coup, tu ne progresses pas, donc tu restes dans ta spirale du bah voilà, je ne progresse pas parce que je suis ectomorphe, etc., etc. Et en fait, le jour où tu te mets en surplus calorique, bah tu vois que tu progresses. Et c'est ça le truc, c'est que c'est en fait la balance énergétique, c'est les lois de la thermodynamique. Tu peux pas aller contre. Hein. L'énergie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, c'est-à-dire que si tu es en surplus calorique, tu prendras forcément du poids. Si tu es en déficit calorique, tu perdras forcément du gras. Et c'est ça qui est très dur à accepter, c'est que eh bien, les gens n'acceptent pas cette réalité. C'est très dur de te dire que tu ne prends pas de poids parce que tu ne manges pas suffisamment, parce que bah, voilà, tu as l'impression que tu es à bloc à chaque fin de repas. Et c'est très dur de te dire que tu ne perds pas de gras parce que tu n'es pas en déficit calorique, alors que tu vas ressentir la faim quasiment tous les jours, de ta semaine. Et bien sûr, le problème de fond, c'est aussi une question de stratégie, hein, dans le sens où bah, les personnes qui ont l'impression de manger beaucoup, énormément, et qui ne prennent pas de poids, au final, bon, bah, il y en a beaucoup déjà qui ne comptent pas leurs calories, qui juste se contentent de manger, 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 manger le plus possible. Et au final, bah, tu te rends compte qu'en faisant ça, bah, tu n'es pas en surplus calorique au final. Pareil pour le déficit calorique, si tu comptes pas, bah, ça peut très, 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 très vite monter au niveau des calories et au final faire en sorte que tu n'es pas en déficit calorique. Donc souvent, en fait, c'est plus une histoire de stratégie qui fait que les personnes n'y arrivent pas, de méthode, d'accompagnement aussi pour la plupart. Et du coup, en fait, bah voilà, ils se cachent derrière des excuses. Mais en aucun cas, ce typage des morphologies est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, dans le sens où c'est quelque chose qui n'existe pas. Et ce qui est très drôle, je me souviens, c'est que sur le post que j'ai fait, donc si vous le retrouvez et que vous regardez dans les commentaires, il y a des mecs qui sont là en mode ils y pensent encore, enfin ils sont persuadés de ça, ils me disent mais ça se voyait dès le départ que tu étais mésomorphe, ça se voyait dès le départ, machin et tout, en fait non, c'est juste que tu es mésomorphe, machin et tout. Non mec, arrête de justifier ton manque de progression par le fait que quelqu'un est quelque chose d'autre. Tu vois, il y en a beaucoup en fait voilà qui justifient, c'est comme les mecs qui disent ouais mais moi je progresse pas parce que lui il prend des protéines et pas moi. Voilà, non, en plus, ça se trouve, le mec, il prend des protéines en poudre, mais au final, sur sa journée, il consomme moins de protéines que toi. Non, c'est juste que tu es dans le déni et tu n'acceptes pas de te remettre en question. Et c'est ce qu'on fait perpétuellement dans ce podcast, à chaque épisode. On est toujours prêt aussi à se remettre en question. La preuve avec le dernier épisode avec Louis, où au final, on a tous accepté à un moment ou à un autre de changer notre position pour choisir un autre exercice qu'on n'aurait pas forcément choisi au début. Et c'est ça qui rend les choses importantes. Et cette capacité à se remettre en question, c'est pas forcément tout le monde qui l'a. Et c'est hyper important dans le milieu de la musculation. Et si tu veux progresser, ne sois pas sûr de tes acquis, n'aie pas des croyances limitantes, parce que c'est ça qui va te bloquer dans ta progression. Et cette histoire de morphotype, c'est une excuse. Et au final, c'est vrai que ce podcast, de l'intro jusqu'à maintenant, il a toujours montré en fait l'aspect mental et le fait de s'auto-convaincre des choses. J'en ai parlé sur beaucoup de sujets différents. C'est comme
quand tu fais une série, si tu t'auto-convaincs que tu vas en faire 8, bah, il y a de grandes chances que tu en fasses 8, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de chances que tu en fasses plus, il n'y a pas beaucoup de chances que tu en fasses moins. Et pourquoi? Parce que le mental, c'est hyper important. Et la façon dont tu vas te conditionner, c'est ça qui va faire que tu vas atteindre tes objectifs. Et c'est sûr que si tu te conditionnes en te disant je peux pas perdre de gras parce que je suis endomorphe, bah c'est sûr que tu vas pas perdre de gras. Et c'est vrai dans tout. La force du mental, c'est hyper important. Donc ne te persuade pas de certaines choses qui sont fausses parce que ça va te bloquer dans ta progression. Exactement. Et puis, bah, vous le savez, hein, le podcast du Zéro RIR, c'est avant tout pour lutter contre la fatalité. Tout ce qu'on vous dit qui va à l'encontre de la progression, de ce que vous êtes capable de faire, bah, dites-vous que vous allez passer. Vous allez passer par-dessus. Vous allez être capable d'aller au-delà et vous n'allez pas vous arrêter à la simple citation du tu pourras pas aller chercher les 8 répétitions. Et ben, ce podcast-là, il vous dit que si, vous allez pouvoir aller chercher plus de répétitions. Vous allez aussi entendre dans ce podcast que vous ne serez pas limité par une certaine limite naturelle. Il n'y a pas de limite naturelle à partir du moment où vous continuez de toujours appliquer une progression, que vous adhérez au processus de tout ce qui est autour de la musculation. Ce podcast, il est là vraiment pour lutter contre la fatalité. Ah, c'est vrai que cette limite naturelle, c'est intéressante. En fait, la limite naturelle, ça n'existe pas réellement. La limite naturelle, c'est en fait toi-même qui te fixes ta propre limite. C'est ça. En fait, c'est toi qui décides ce qui est atteignable et ce qui n'est pas atteignable. Et en fait, cette limite, elle va tout simplement être dictée par l'implication que tu vas mettre dans ta progression. Et c'est juste que au fur et à mesure que tu vas progresser, ton implication va forcément devoir de plus en plus être importante. Et en fait, il y a un moment où les gens n'acceptent pas de s'impliquer à un certain point qui leur permet de progresser. Donc au final, est-ce qu'ils ont atteint leur limite? Non, ils ont juste atteint la limite de leur propre implication. Et c'est ça le truc, c'est que bah, si pour toi tu ne prends pas de poids et que tu n'y arrives pas, c'est parce que la limite de ton implication, ta limite de progression est limitée à l'implication de bah, tu ne veux pas compter tes calories, tu ne veux pas suivre de diète pour être en surplus calorique. Donc au final, c'est ça, toi, ta limite naturelle, au final, elle est hyper basse parce que tu l'as décidé tout simplement. Et c'est vrai que tu pourras toujours progresser à l'infini à partir du moment où ton degré d'implication augmente avec toi. Et quand on parle d'implication, c'est bah voilà, la diète, l'entraînement, le repos, tous les jours forcément. L'entraînement, l'intensité à chaque séance, le fait d'être à fond à chaque séance, c'est hyper important. Et ça peut être même au niveau du degré d'implication, déménager à l'étranger dans une putain de salle qui va avoir du prime et plein d'autres machines de dingue pour du coup avoir accès à du meilleur matériel qui va te permettre de progresser encore plus. Donc voilà, pour vous donner un peu les différents degrés d'implication, mais déjà, ne serait-ce que suivre une diète tous les jours, t'entraîner à fond à chaque entraînement, construire un programme qui est correctement fait et récupérer suffisamment tous les jours, bah déjà, rien que ça, non mais déjà, ne serait-ce que le dormir suffisamment chaque nuit, c'est déjà demandé beaucoup. S'entraîner du coup dur chaque semaine, c'est pareil, c'est déjà demandé beaucoup. Et suivre une diète, c'est pareil. Donc déjà, pour avoir tout ça, parce que souvent aussi les gens, on connaît le je fais tout bien, mais je progresse pas, tu vois. Enfin, je vois bien dans mes DM Insta, à chaque fois qu'il y a un mec qui me dit ça et que je creuse un peu, bah, le mec ne compte pas ses calories. Mais tu comprends, je mange la nourriture de maman, tu vois. Bah ouais, bah déjà, tu coches pas le point diète. Et le mec m'envoie des messages à 3 heures du mat. Bah, je sais que là, tu vas pas cocher le point sommeil. Donc déjà, tu vois, rien que ça, je sais que le mec, il respecte pas. Et lui, il est persuadé de faire les choses correctement, tu vois. Juste parce que, je sais pas, il a pris le programme d'un influenceur et que du coup, il a l'impression de bien l'appliquer. Mais ça, c'est valable dans tout, hein. Je vois, par exemple, donc j'ai un service où je fais des analyses morphologiques avec des programmes d'entraînement. Et en fait, le truc, c'est que je vous donne les clés de la partie entraînement. Si du coup, tu as tout bon à côté, tu vas progresser. Mais si en fait, juste déjà, tu appliques le programme, mais déjà sans mettre d'intensité,
bah, ne t'attends pas à progresser non plus. Je veux dire, c'est pas suffisant comme degré d'implication. Et souvent, il y a des personnes qui pensent que bah, juste acheter quelque chose, faire quelque chose, ça va suffire à débloquer leur progression. La vérité, c'est que la progression, ça ne s'achète pas. La Mhm. progression, ça ne s'achète pas. Et il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Avec Rémi, on connaissait une personne en particulier qui était comme ça, qui pensait que la progression, ça s'achetait. Et le mec, il achetait tous les compléments alimentaires qui étaient possibles. Le mec achetait tous les équipements qui étaient possibles. Et en fait, il était persuadé que pour être bon dans un domaine, il fallait avoir le meilleur matos, les meilleurs compléments, etc. Mais le mec, à côté de ça, il était incapable de tenir une diète. Il avait un rythme de sommeil de merde. L'entraînement, il savait pas forcer. Et c'est sûr qu'il ne progressait pas. Spoiler, cette personne a fini par consommer des stéroïdes parce que du coup, bah, il pensait que c'était pour ça qu'il ne progressait pas. Pour lui, il était persuadé qu'il faisait tout bien et que du coup, s'il ne progressait pas, bah, c'est qu'il était persuadé que c'est parce qu'il fallait qu'il se charge. Spoiler, il s'est chargé et je sais plus, 2 ans après, le mec a toujours le même physique. Il a progressé un tout petit peu, mais pas pas de ouf par rapport à ce qu'il prend. Et pourquoi? Parce que la base n'est pas là. Et c'est ça le truc, c'est que même si aujourd'hui euh, tu décides de prendre un coaching avec Rémi ou moi, en fait, dans un coaching, on peut juste te donner les clés. C'est-à-dire, on va te dire, tu manges ça, tu t'entraînes comme ça, on va corriger tes mouvements, etc. Mais le truc, c'est que si derrière, toi, tu ne le fais pas, imaginons, tu ne vas pas t'entraîner, tu ne suis pas la diète qu'on t'a fait, tu ne forces pas pendant tes entraînements, tu ne dors pas correctement, tout ça, bah, si tu ne le fais pas, tu ne progresseras jamais. Et c'est ça qui est hyper important, c'est que l'implication, c'est vraiment le facteur le plus important en musculation. Et parfois, tu peux même avoir toutes les clés, c'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur programme du monde, la meilleure diète du monde, le meilleur lit du monde, qu'il n'y ait jamais de putain de pleine lune qui t'empêche de dormir, comme dit Rémi. Bah, au final, si toi-même, tu n'es pas impliqué dans ta progression et que tu décides de ne pas progresser, bah, tu ne progresseras pas. C'est parfait, putain, tu m'as fait une tirade là, c'était magnifique. J'avais fait un post, moi, il n'y a pas longtemps sur Insta où je disais que bah, tout simplement que notre réussite était dictée par notre degré d'implication. Donc, en gros, c'est ce que vient de dire Denis, mais que voilà, tout ce qui est matériel, tous les petits artifices qui sont euh, vendables, achetables, eh ben, c'est pas ça sur quoi vous devez vous baser. Mais c'est bien sur votre mental, ce que vous avez dans la tête, votre capacité à vous impliquer, à vous engager et à tenir ça sur du long terme. C'est ça, hein. Dans le sens où tu peux très bien aujourd'hui avoir un home gym avec des haltères et un banc, euh, très peu d'argent pour acheter à manger et avoir une progression de dingue. Pourquoi? Parce que bah, avec tes haltères et ton banc, tu vas te faire un programme que tu vas suivre, que tu vas mettre de l'intensité, que tu vas chercher à progresser. Avec le peu d'argent que tu as, même si tu n'as pas grand-chose, bah, tu vas acheter des aliments qui sont moins chers, comme ce que je présente tout le temps, du bourguignon, du foie de bœuf, des trucs comme ça, des aliments super, qui vont te demander beaucoup plus d'implication en cuisine que par exemple ton riz poulet, parce que ça va te prendre plus de temps, mais tu auras quand même quelque chose, tu vas suivre tes calories, tu vas les traquer, etc. Et je te le dis, tu progresseras beaucoup plus que quelqu'un qui prendra tous les compléments du monde, qui va dans la meilleure salle du monde et qui au final ne s'implique pas aussi dur que toi, donc qui ne traque pas ses calories, qui ne fait pas attention à son sommeil, qui ne s'entraîne pas dur, alors que potentiellement il a accès à plein de meilleures choses que toi. Et c'est ça le truc, c'est que tu peux très bien progresser avec quasiment rien. Le facteur le plus important, ça sera toujours l'implication que tu mets dans ta progression. Parfait. Donc, on était parti quand même sur les morphotypes et on arrive à faire une grande tirade, une grande morale sur le degré d'implication de chacun. Ok, c'était bien. Mais on avait parlé un petit peu de longiligne, bréviligne, où du coup, bah, c'était des tendances, encore une fois, qui donnaient un aspect, une catégorie à votre silhouette. Donc, longiligne, c'était plutôt pour des personnes plutôt longues, plutôt minces, avec un tronc plutôt court, des segments plutôt longs au niveau des bras, au niveau des jambes. Et bréviline, c'était plutôt des personnes de petite taille qui vont avoir des segments Ça, plutôt encore courts. une fois, ça n'a pas grand-chose à voir avec la taille. En fait, donc le longiligne et le bréviligne, c'est du coup des tendances morphologiques qui ont été Oui, popularisées par Delavier.
Et en fait, le longiligne se définit comme une personne ayant un buste court et du coup des Des segments segments osseux longs. sur les jambes longs et sur les bras longs. Et un bréviligne se définit comme quelqu'un ayant un buste Juste long, long. des segments courts sur les jambes, courts sur les bras. Mais par contre, tu peux très bien être bréviligne et Oui, faire 2 mètres de haut. c'est vrai, ça je suis d'accord avec toi. Mais par contre, c'est vrai que là où je parlais de l'ossature, là-dessus on était raccord. Au niveau de la taille, bon, il est souvent courant de voir des personnes longilignes de grande taille, même si c'est pas une réalité en soi, et à l'inverse, des brévilignes de petite taille, même si c'est pas une réalité en soi. Voilà, c'était le petite. Ouais, honnêtement, pas forcément. Pas forcément. En fait, c'est justement un raccourci qui Bah, est fait. c'est un raccourci, attends de deux, c'est un raccourci plutôt qui est pas forcément vrai, ça je suis d'accord, mais par contre, quand tu vois quelqu'un plutôt de longiligne, bah, de par sa nature plutôt allongée, vu qu'il a des segments longs, on va avoir cette impression de grandeur. Ok? Mais c'est peut-être le mot impression qui serait mieux de verbaliser. Et pareil pour Bréviligne, étant donné qu'il a un buste plutôt long, mais par contre des segments supérieurs, enfin des membres supérieurs et des membres inférieurs plutôt courts, on a plutôt l'impression que c'est quelqu'un d'un peu plus tassé, un peu plus compact, et donc bah, on pourrait avoir cette impression qu'il est plus petit. Mais voilà, encore une fois, la réalité fait que ça reste des tendances, que chaque individu est bien différent, et que du coup, voilà, vous pouvez vous retrouver dans les deux cas, etc. Et c'est encore une fois quelque Ouais, chose sur ah, lequel vous ah, devez vous comparer, mais pas forcément prendre ça pour argent comptant. après, tu prends. Il n'y a pas longtemps, j'étais tombé sur une photo. C'était. Merde, il fait de la force. Il fait du contenu aussi. Brutus. Ouais, Brutus le robuste, ouais. Voilà, Brutus le robuste. Et il était à côté d'un mec. Et Brutus était genre vachement plus grand. Ah Et tu bah pour voyais. plus grand que Brutus en même temps. Et tu voyais que justement, en fait, il avait un buste qui était super long et des jambes très courtes. Et au final, tu vois, c'est pour ça que je dis que ça n'a rien à voir avec la taille, parce que tu peux très bien faire 2 mètres de haut et avoir un buste long. Donc, en fait, c'est souvent le raccourci qui est fait que lorsqu'on est petit, on pense qu'on est bréviligne et lorsqu'on est grand, on pense qu'on est longiligne. Pas du tout. C'est sûr que si tu fais 1 m 80, tu as plus de chances d'avoir des bras qui, en longueur, en termes de centimètres, encore Hmm. une fois, soit plus important que quelqu'un qui fasse à 1 m 60. Mais encore une fois, ça ne va pas résumer toute ta morphologie. Et c'est pas parce que tu fais 2 mètres de haut que tu ne peux pas avoir, par exemple, des bras qui soient considérés comme courts par rapport à l'ensemble de ta morphologie. Et c'est ça qu'il faut bien faire attention en morpho-anatomie, c'est le cadre dans lequel tu te bases pour faire ta comparaison. Et c'est Exactement. ça. Et puis après, bah, c'est une question de ratio aussi entre la longueur de son tronc et la longueur de ses membres supérieurs et inférieurs. C'est voilà, c'est une question après de comparaison. Parce que par exemple, tu peux très bien avoir quelqu'un qui fait 2 mètres de haut, qui va par exemple avoir un buste long et des jambes courtes. Hmm. Donc potentiellement, il sera considéré comme quelqu'un ayant des fémurs courts. Bien sûr, tout dépendant de la répartition après entre ses fémurs, ses tibias. C'est assez complexe la morphoanatomie, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce que je veux dire, c'est que cette personne-là, considérée comme quelqu'un ayant un fémur court par rapport à l'ensemble de sa morphologie, pour avoir un fémur plus long en termes de centimètres que quelqu'un ayant des fémurs longs et mesurant par exemple 1 m 60. C'est ça que Hmm. je veux dire. Donc, la morphoanatomie, le plus important, c'est toujours de savoir à quoi on le compare pour dire c'est long, c'est court, c'est moyen, etc. Et vu comme en fait la morphoanatomie, c'est pas quelque chose voilà, il y a pas de cours de morphoanatomie, c'est tout le monde en fait est autodidacte en morphoanatomie. Je dis pas que les gens sont tous mauvais en morphoanatomie. Il y en a beaucoup qui ont un peu de mal justement à faire les analyses, etc. Parce que c'est une compétence qui est très dure à avoir. Et aussi, pour les personnes qui sont très bonnes en termes de morphoanatomie, tout le monde ne se base pas toujours par rapport aux mêmes repères. Et c'est ça aussi qui est important, parce que deux personnes qui sont bonnes en morphoanatomie vont pouvoir faire une analyse complètement différente de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'elles ne vont pas utiliser les mêmes repères. Tout à fait. Et ça, c'est assez important
C'est pour ça que si tu fais une analyse morpho, par exemple avec moi et je sais pas, je connais personne d'autre qui propose ce service, mais imaginons que quelqu'un d'autre propose ce service, ça se trouve tu peux avoir une différence en termes de morpho-anatomie au niveau des résultats. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas utilisé les mêmes repères. Et c'est pour ça que c'est toujours important de préciser le repère par rapport auquel tu te bases, parce que sinon ça peut porter à confusion. Et pour finir et clôturer la chose, est-ce que connaître comment on est foutu, donc connaître son analyse osseuse et musculaire, va améliorer le schmilblick? Ça peut vous aider, mais encore une fois, c'est pas sur quoi vous devez vous baser pour vous entraîner. C'est pas parce que on vous dit que vous avez des fémurs plutôt longs que du coup vous allez pouvoir isoler que, enfin je sais pas, un seul exercice qui va être en mesure de répondre à tout cela. Enfin voilà, il faut vous dire que l'analyse morphologique, c'est quelque chose d'hyper intéressant pour voilà, voir un petit peu comment on est foutu, mais c'est pas une fin en soi. Ça va pas être ça qui doit dicter impérativement toute votre programmation. Alors, je vais me tirer une balle dans le pied en disant ça parce que, honnêtement, les analyses morpho, c'est aussi un peu mon gagne-pain, on va pas se mentir. Et en fait, le facteur le plus important dans une analyse morpho-anatomique, enfin dans ton programme d'entraînement, c'est le matériel auquel tu auras accès. Exactement, c'est ton environnement de travail, c'est ta salle de sport, C'est-à-dire c'est que ce que tu as à ta disposition. En fait, je peux très bien te faire une analyse morpho-anatomique, te dire, bah voilà, tel mouvement sera plus intéressant pour toi, de par ta structure, etc. Si tu t'entraînes chez toi et que tu as qu'un banc et des haltères, les adaptations vont être limitées. Donc, c'est-à-dire que, effectivement, ça ne va pas t'avancer à grand-chose de connaître ton analyse morpho-anatomique. Par contre, si maintenant tu t'entraînes au Gold Gym, bah là, ça va être la fête. C'est-à-dire que tu vas pouvoir vraiment avoir un programme qui va être genre 100%, tous tes mouvements seront parfaits par rapport à ta morphologie. Donc, c'est vrai que, encore une fois, je pense que je pourrais potentiellement, enfin, je vais potentiellement perdre certaines personnes, mais je préfère toujours être honnête. Si tu fais appel à moi pour te faire, par exemple, un programme, mais que tu as accès à du matériel limité, alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais sache que ton programme ne pourra jamais être 100% adapté à ta morphologie parce que le matériel auquel tu as accès est limité. Donc, forcément, les adaptations seront elles aussi limitées. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant de savoir parce que, comme dit Rémi, connaître sa morphologie, connaître ses insertions, etc., c'est quelque chose qui est intéressant, mais il faut quand même déjà avoir certains prérequis, notamment le matériel. Mais disons que cette longue question, au début, on pensait qu'on allait vite Attends, mais on n'a bâcler. même pas fini avec bréviline et longiligne. Hein. Ah, tu voulais Parce que, rajouter quelque chose, oui? bah oui, parce que du coup, en fait, donc on parlait des morphotypes endomorphes, mésomorphes, ectomorphes. Et Hmm. après, on a parlé des tendances morphologiques qui sont du coup, enfin des tendances morpho-anatomiques qui sont le bréviline et le longiligne. Je vais être parfaitement honnête avec vous. J'ai fait, du coup, je sais pas, je dois avoir fait peut-être 400 analyses morpho enfin, au cours depuis que j'ai lancé le service, donc ça doit faire depuis 1 an et demi, quelque chose comme ça. Avant, j'en faisais déjà par rapport à ce que je voyais en salle de sport, etc. Il a bien fallu que je m'entraîne et tout. Honnêtement, les personnes qui sont purement brévilignes, purement longilignes, ça existe. Mais le truc, c'est que, encore une fois, on ne peut pas mettre tout le monde dans des cases. Et la plus grosse tendance, enfin la plus grosse partie des gens, n'est pas totalement longiligne ou n'est pas totalement bréviligne. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te retrouver avec quelqu'un qui va avoir un buste long, des jambes courtes, mais des bras longs. Tu vas pouvoir, à l'inverse, trouver des entre-deux, quelqu'un qui va avoir un buste moyen, des jambes moyennes, des bras longs. Et en fait, tu as tellement de combinaisons qui sont possibles. Et c'est surtout que tu pourras jamais en fait savoir pleinement, parce que du coup l'intérêt de savoir ça, c'est potentiellement que tu vas savoir sur quel mouvement tu vas être bon derrière. Potentiellement, tu vois, si tu as les bras courts, tu serais plus fort, enfin tu aurais de meilleurs leviers, tu as moins de chemin à parcourir sur tes mouvements de poussée. Mais en fait, le truc c'est que juste savoir la longueur de ton buste, la longueur de tes bras, la longueur de tes jambes, c'est pas suffisant pour savoir si tu vas être bon, sur un mouvement. Il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte ou même connaître ton potentiel de développement musculaire. On va prendre un exemple. Si tu as les bras longs,
et sans connaître ta cage thoracique, tu peux te dire, bah, je suis foutu pour les mouvements de poussée. Maintenant, si tu as les bras longs, tu as une grosse cage, bah, ça va compenser. Et du coup, potentiellement, tu vas pouvoir être bon sur les mouvements de développé. C'est personnellement mon cas. J'ai une grosse cage thoracique et des bras longs. Du coup, ça m'a permis d'être bon sur les mouvements de poussée. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que en ayant une connaissance partielle de ta morphoanatomie, tu ne peux pas savoir si tu seras bon ou pas. Comme pour le potentiel de développement, on va te dire avoir des fémurs courts, c'est pas forcément intéressant. Enfin, c'est la meilleure des choses. Les fémurs longs, bah, t'es foutu. Ouais, mais il y a plein d'autres facteurs. Il y a, au niveau de ton bassin, notamment, C'est ça. la fonction, enfin, la façon dont c'est foutu, bah, tu vas pouvoir avoir des fémurs qui sont assez longs et au final, quand même des bonnes cuisses parce qu'au niveau du bassin, tu es bien foutu. Donc, si tu veux, il n'y a pas qu'une seule chose à prendre en compte et c'est un peu comme les morphotypes. C'est une classification rapide qui peut convenir à certains et dans lequel certains se retrouveront. Mais encore une fois, tu ne peux pas en faire une généralité. Tu ne peux pas en faire une généralité. Et c'est un peu, tu sais, c'est Rudy Koya qui appelait ça la méthode chinoise. C'est tu donnes le même programme à 1000 personnes. Sur les 1000 personnes, tu en as peut-être, je sais pas, 70 qui vont très bien répondre à ce programme. Et il y a tout le reste, donc qui correspond à la majorité, sur lequel il faudra des adaptations. Et là, c'est le même principe. On a deux catégories ou trois, du coup, et on essaye de foutre tout le monde dedans. Et certes, il y en a une petite minorité qui va fitter dans une catégorie, l'autre dans l'autre. Je parle des longilines et des brévilignes, mais la plus grande majorité sera dans un espèce d'entre-deux. Ouais, exactement. Mais là où tu apportes un élément important, et je pensais qu'on avait un peu parlé avant, c'est que notre structure osseuse et même notre structure musculaire, elle n'est pas soit courte, soit longue. Il y a toujours des entre-deux, plutôt moyen court, plutôt moyen long, moyen, etc. Et que c'est la combinaison de plusieurs segments osseux ou muscles qui sera du coup intéressant de regarder. Tony parlait de l'exemple au développé couché. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. La longueur des bras, la longueur du tronc, l'épaisseur de la cage, et ça pour tous les autres groupes musculaires. Donc s'arrêter à un élément de son analyse, eh bien c'est nier le reste. Et encore une fois, là j'en ai donné que 3 pour le développé couché, mais on pourrait en rajouter d'autres. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement prendre la somme des analyses qu'on peut se faire et ne pas en tenir compte au pied de la lettre, voilà, respecter ça au pied de la lettre, et plutôt voir un petit peu comment notre environnement peut impacter plus notre progression. Oui, c'est ça. On avait dit on en parlerait dans un podcast un peu dédié à la morphologie, mais c'est comme le mec qui me dit ouais, mais moi j'ai un point faible sur les pectoraux. Sur quoi tu te bases pour dire que tu as un point faible sur les pectoraux? Parce qu'en fait, il y a tellement de facteurs à prendre en compte que c'est pas simple de dire j'ai un point faible sur les pectoraux. Parce que la personne, à la limite, elle va regarder où ils sont perchés sur son buste. Ok, il va regarder juste l'aspect vertical. Ok, Effectivement, si ton pec descend au niveau de ton ventre ou au niveau de ton nombril, bon, à premier abord, tu pourrais te dire, ils sont plutôt longs. Mais, je te laisse continuer. mais ce n'est pas en fait le seul facteur à prendre en compte. La personne qui va avoir les clavicules longues va déjà avoir plus de fibres musculaires du coup sur la longueur. Parce qu'en fait, un muscle long, c'est quoi? La longueur d'un muscle, c'est ni plus ni moins que son pourcentage de fibres musculaires. Donc, tu vois, tu as l'aspect vertical, mais tu as également l'aspect horizontal. Tu vas avoir aussi la cage thoracique. Plus elle va être épaisse et plus en fait la distance entre le point qui est ici sur ta cage et ton insertion va être importante, et plus elle va être fine, et moins du coup cette distance va être importante, du coup moins tu vas avoir de fibres musculaires. Tu vas également après avoir La longueur du tronc. la compétition musculaire aussi entre du coup tes épaules et tes triceps. C'est sûr que si tu as les triceps longs et les épaules longues, tu vas avoir une compétition musculaire qui va être plus importante. Donc en fait, c'est ça le truc, c'est que tu te bases sur une seule chose pour dire j'ai un point faible sur les pectoraux, alors que ça se trouve, certes, tu n'as pas les pecs qui descendent très bas, mais tu vas avoir les clavicules longues, tu vas avoir très peu de compétition musculaire, une cage thoracique qui va être épaisse. Et en fait, tu vois, si on fait, c'est comme un système de notation, tu coches des cases. En gros, si tu as 10 sur 10, tu as la morphologie idéale pour les pecs. Si tu as 0 sur 10, tu as la morphologie pourrie. Et en fait, toi, tu as 9 sur 10. Mais tu t'es concentré juste sur le 1 sur 10 que tu n'as pas. Et après, encore une fois,
tes exécutions de mouvements sont pourries. Du coup, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives pas à développer tes pecs, mais ce n'est pas un problème de morphologie, c'est juste un problème de putain d'exécution. Tu ne sais pas faire tes mouvements, et ça, en fait, j'en vois plein. Moi, je vois des mecs, ils me disent, oui, je suis persuadé, parce que dans le questionnaire de la morpho-anatomie, il y a toujours un point qui est, qu'est-ce que tu penses de ta morphologie? Selon toi, je ne sais plus comment je l'ai mis, mais en gros, le mec me dit ce qu'il pense de sa morphologie. Et donc, le mec, il me dit pectoraux courts, gros point faible, machin et tout, point fort à épaule, etc. Moi, je regarde ça, je vois le mec, il a une cage thoracique énorme, des pecs qui descendent très bas. Enfin, il coche, genre, il a 8 sur 10 pour les pectoraux. Et pour les épaules, il a 1 sur 10. Et il va me dire, j'ai un point fort épaule parce que je sens toujours mes épaules quand je travaille, c'est elles qui prennent le dessus, etc. Non, mec, c'est que tu sais pas faire tes mouvements. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que tu peux avoir les meilleures insertions du monde. Si tu ne sais pas faire tes mouvements, ou si tu ne travailles pas le muscle en question, bah, tu vas pas développer. Tu vas pas le développer. C'est comme, je sais pas, le mec qui a les meilleures insertions sur les triceps, s'il ne les travaille jamais, il ne les développera pas. Moi, l'exemple que j'ai souvent pris, c'est mes grands dorsaux, ils descendent très bas dans mon dos. Ils descendent super bas. Et donc, j'ai de très bonnes insertions sur les grands dorsaux. Pourtant, pendant des années, je n'ai pas su les travailler. Je n'ai pas su les travailler correctement. Et il y a un moment où, en fait, je me suis retrouvé avec un point faible grand dorsal qui n'était pas dû à ma morphologie, mais qui était dû en fait au fait que je travaillais mal ce groupe musculaire-là. Et donc, c'est le même principe. C'est pas parce que tu n'arrives pas à développer un groupe musculaire que parfois, eh bien, tu l'as en point faible. C'est un point faible que toi-même tu crées parce que tu ne fais pas tes mouvements correctement. Et donc maintenant, tu as plutôt des bons grands dorsaux. Ouais, maintenant j'ai bien rattrapé. C'est comme mes ischios. Mes ischios sont plutôt assez longs et j'ai plutôt de bonnes insertions dessus. Mais pendant des années, je ne les ai pas travaillés correctement. Je les faisais en fin de séance. Il les faisait à la presse à cuisse aussi. Voilà, exactement, je les faisais à la presse à cuisse. Et après, je me plaignais de ne pas avoir d'ischio. Bah ouais, mais en fait, c'est juste que je m'entraînais comme une merde dessus. Bah, c'est ça, c'est exactement la même chose. Et c'est ça le problème de la morphologie, c'est que quand je fais un programme parfois qui va avec, bah, je ne suis pas derrière les mecs pour voir leur exécution. Et ça me frustre. Parce que honnêtement, même en coaching, c'est ce que je disais, ma clientèle que j'ai en coaching, c'est souvent des personnes qui s'entraînent depuis très longtemps ou des coachs. Et c'est des personnes qui, quand même, arrivent à un certain niveau. Bah, je peux te dire qu'il n'y en a aucun sur lequel, quand on commence le coaching, tous ces mouvements sont parfaits. Il y a toujours. C'est le but aussi du coaching, c'est d'apporter aussi ce truc en plus. C'est le but du coaching. Mais tu vois, quand la personne prend un coaching avec moi, elle me dit quand même, ouais, je suis OK sur les mouvements, machin et tout. Ça fait 15 ans que je m'entraîne. Quand je regarde les mouvements, bah non, tu vois. Mais c'est aussi le but du coaching, comme tu dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui s'entraîne depuis 15 ans, qui est même parfois coach, qui pense bien faire les mouvements, bah parfois, c'est pas le cas. Alors toi qui t'entraînes depuis 1 an, peut-être 2, tu penses bien savoir faire les mouvements? Vraiment? Tu vois, c'est ça le truc. Donc, et ça rejoint ce qu'on disait dans le podcast. Remets-toi toujours en question. Remets-toi toujours en question. Et si tu as du mal à progresser, c'est forcément qu'il y a quelque chose que tu fais qui est pas bien et qu'il faut que tu changes. Et c'est toujours ça. Tu pourras toujours faire quelque chose pour progresser à partir du moment où tu t'impliqueras suffisamment pour trouver ce que c'est et mentalement accepter de le modifier. Et en fait, tu ne progresses pas à partir de quel moment? À partir du moment où tu n'acceptes pas la remise en question, tu n'acceptes pas de du coup changer tes habitudes pour du coup progresser. Donc, encore une fois, ta progression est dictée par ton implication. T'en as gros sur la patate aujourd'hui, franchement. Voilà, ça envoie du lourd. Non, mais alors, moi, je voulais juste revenir sur l'analyse morphologique. L'analyse morphologique, encore une fois, on pourrait aussi la mettre dans notre tiroir à excuses qu'on citait en début de podcast. C'est-à-dire que bah, voilà, l'analyse morphologique a dit que j'étais fait comme ça, donc va falloir que je travaille autrement, etc. Mais par contre, si tout ce qui est avant n'est pas réglé, donc à savoir le choix des exercices, la technique d'exécution,
ta capacité à pousser l'effort, enfin aller chercher une intensité importante, si tout ça, enfin tout le gros package qu'on a déjà précisé plusieurs fois là dans les longues tirades de Denis, si tout ça n'est pas respecté, alors ton analyse morphologique, elle ne te servira à rien. Mais vraiment à rien. Il faut vraiment gérer. Si on devait classifier tout ça dans une belle pyramide, il y aurait en haut plein de choses. Enfin non, ça serait du coup à l'inverse. En haut, le tout petit truc, ça serait l'analyse morphologique, et tout le reste, ça serait le choix des exercices, le contrôle de travail, l'intensité, ta capacité à faire ça sur du long terme, etc., etc. Mais c'est sûr, tu sais que quand j'ai commencé les vidéos de morphologie, j'étais le premier du coup à faire des analyses comme ça sur un format court de TikTok et d'Insta. Et c'est ça aussi qui m'a fait péter. Et en fait, le truc qui faisait que ça faisait des vues, c'est que je donnais une note à la morphologie de la personne. Ouais, je m'en rappelle. Et t'as vite arrêté d'ailleurs. J'ai vite arrêté. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai commencé cette série de vidéos, je me souviens la première vidéo que j'ai postée, dans la journée, elle a fait 450 000 vues. Dans la journée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 450 000 vues, sachant que mon compte, à l'époque, je devais avoir 15K abonnés sur TikTok. Et donc, dans la journée, elle fait 450 000 vues et je suis monté genre à 37K, un truc comme ça. Donc, grosse hype, je me dis, ok, c'est un truc que j'aime faire. C'est un truc que j'aime faire en plus. Et c'est là où, en plus, j'avais lancé le service et ça me fait un coup de pub énorme pour le service. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous ceux qui m'ont pris une analyse morpho au début, c'était donne-moi une note sur mon physique. Donne-moi une note sur mon physique. Sauf que le barème, il est salé. Le barème, il est salé. J'y peux rien, c'est comme ça. Encore une fois, c'est des points que tu as sur 10, et à la fin, ça fait une moyenne. Mais Et qui le est truc, hyper subjectif, c'est pour ça que tu l'as arrêté, parce que toi, comment tu vois la personne et la personne, comment elle se voit, bah, c'est deux choses totalement différentes. Et puis ça dépend toujours de ce que la personne recherche, de ses envies. Toi, tu joues plutôt sur le côté homogène, voir ce que. Voilà, c'est pour ça que tu as un tableau qui est. Enfin, des critères qui sont bien précis et que la personne a des critères qui sont totalement en, différents. en fait, c'est ça. Moi, je me base, pour donner cette note, je me basais en fait sur ce qu'il y a de mieux pour être musclé. On va prendre un exemple. Un biceps long aura toujours beaucoup plus de potentiel de développement qu'un biceps court. Hmm. Ça, c'est une certitude. Maintenant, la personne en elle-même peut préférer un biceps court et pas un biceps long parce que elle va préférer l'aspect que ça va avoir. Ça, moi, je le sais pas. Donc, tu vois, tu peux te taper un point en moins sur les biceps, alors que pour toi, ça serait un point en plus. Donc, déjà, la note était subjective par rapport à ça. Et c'est vrai que je me basais uniquement sur le potentiel maximal d'hypertrophie. C'était ça, en fait, le barème. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que déjà, tu peux pas avoir 20 sur 20. Pourquoi? Parce que, par exemple, un point fort sur les pecs, ça veut dire une forte compétition avec les épaules. Donc, tu vois, tu perds des points sur les épaules si tu as un point fort pec. Et à l'inverse, si tu as un point fort épaule, tu perds des points sur les pecs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des choses comme ça qui fait que C'est les vases tu communicants. c'est ça, tu ne peux pas avoir 20 sur 20. Tu ne peux pas avoir 20 sur 20. Et ce qui se passait, c'est que quand je donnais des notes au début, eh bien, je devais gonfler la note. Pourquoi? Parce que le mec, il allait se retrouver avec un 4 ou un 5. Et, 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 et tu vois, dans toutes les notes que j'ai données, je crois que j'ai toujours donné la moyenne. Pourquoi? Parce que je voulais pas briser le moral de la personne. Tu vois, parce que c'est très dur. Et en plus, comme tu l'as dit, la morphologie, ça peut très très vite devenir une excuse. Donc, alors ce qu'il y a de bien, c'est que les premiers à qui j'ai fait une analyse, bah, du coup, par exemple, sur Insta, on communiquait. Sur Insta, j'avais pas beaucoup de personnes. Je devais avoir eu 700 ou 800 personnes à l'époque. Donc, si tu veux, je leur ai fait l'analyse et après, on a communiqué pendant longtemps derrière, après cette analyse, ce qui fait que on a quand même réussi à passer au-delà de la note. Et puis ça, en fait, ça me faisait culpabiliser Bien sûr, ça me faisait culpabiliser. c'est la note. Tu te rends compte Et euh, c'était super dur, ouais. Mais bien Et, sûr. et du coup, après, j'ai arrêté de donner cette note. J'ai arrêté de donner cette note. Et donc, ce que je disais, quand je faisais une morphologie, genre quand j'ai analysé Giga Chad, je mettais Photoshop sur 20. Quand j'ai analysé Nassim, j'ai mis là, on discute sur 20. Donc, en fait, je gardais cette note. Et là, justement, je me suis fait défoncer et le format a perdu un peu de sa valeur, entre guillemets, parce que les gens, c'était ça ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, c'était la note. La note, la note, la note. C'est un peu. J'ai un de mes potes qui a fait une comparaison. C'est un peu, tu sais, comme
il y a un service sur OnlyFans où les mecs, ils envoient une photo de leur bite à la meuf et la meuf, elle leur dit, bah voilà, toi, je te note 8 sur 10. C'est le dick rating. Et en fait, c'était ça. C'était exactement ce qu'il voulait savoir. Est-ce que, est-ce que lui, il a 8 sur 10? Est-ce que c'était exactement la même chose? Et en fait, les mecs, ils voulaient ça. Ils voulaient ça, et en fait, ça tombait dans un truc un peu malsain. Et comme dit Rémi, après, c'est un peu le tiroir à excuses. Le mec, je lui mets 10, il va dire, bah en fait, c'est bon, mon potentiel est bridé parce que j'ai 10. Non, tu pourras toujours très bien avoir un putain de physique, même si t'as que 10, etc. Donc, cette histoire de notes, j'ai arrêté complètement et je n'en donne plus. C'est bien, j'ai appris de mes erreurs. Et quand tu lances un format et que tu ne sais pas si ça marche, etc., que surtout tu ne t'attends pas à ce que ça marche, tu ne penses pas à toutes les répercussions négatives que ça peut avoir derrière. Donc forcément j'ai appris de mes erreurs, j'ai corrigé le tir après, et au final, j'ai fini par arrêter de faire des vidéos où j'analysais la morphologie des gens. Pourquoi? Parce que du coup, déjà, plein d'autres personnes ont repris ce concept-là derrière. Et surtout, je voulais pas m'enfermer dans ma seule compétence, c'est la morpho-anatomie, tu vois. Genre, certes, en morpho-anatomie, je suis calé, mais c'est pas ma seule compétence. Et c'est pas le seul endroit où je peux apporter de la valeur. Donc c'est pour ça. Et en plus de ça, il faut savoir qu'une vidéo d'analyse, entre l'analyse en elle-même, la recherche des photos, etc., parce que souvent les mecs, ils posent pas en mode, tu sais, ils se mettent toujours en valeur, etc. C'est très dur d'avoir une photo complète d'eux. Donc entre la recherche, etc., en général, pour une seule vidéo, c'était 2 jours de travail. 2 jours complets de travail. Donc, certes, ça fait 450 000 vues. Derrière, tu vends quelques trucs. Donc, au début, c'était intéressant, mais après, tu vois, quand tu fais le ratio bénéfice, etc., par rapport à ce que toi, ça te coûte, au final, j'ai décidé d'arrêter. Peut-être que je reprendrai ce format-là en vidéo sur YouTube, du coup, sans la note et sur un format plus long où je peux apporter un peu plus de contexte, de nuances, de précision, de détails. Tu vois, quand je fais une analyse vidéo aujourd'hui pour quelqu'un qui passe par mon service, encore une fois, ça dépend. Mais il n'y a jamais une vidéo qui dure moins de 35 minutes. Je crois le record que j'ai, il y a même une analyse qui a duré 1h30. Ne cherchez pas, je ne suis pas rentable avec ce genre de service. Mais au moins, ça me fait plaisir, c'est ma passion. Et quand ça dure aussi longtemps, c'est que la morphologie est très intéressante. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que la morphologie, c'est bien, mais ça ne déterminera jamais vos résultats. Et même si potentiellement, avec mon barème qui est très salé, même si tu avais 2, eh bien, ce qui se passe, c'est que tu pourrais quand même avoir un physique excellent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je voulais surtout rappeler que la note, c'était avant tout quelque chose de très subjectif qui, du coup, impactait les personnes. Je me rappelle des notes que tu mettais sur TikTok et les commentaires que tu avais dans certaines vidéos où, du coup, ils ne comprenaient pas la note. Et ça, je crois que c'est le plus dur à entendre et à encaisser. Donc, ouais, les commentaires TikTok que tu avais sur certaines vidéos, c'était pas très jojo. Et tu as bien fait d'arrêter parce qu'en plus de ça, ça n'apportait rien. Enfin, c'était voilà, Oui, c'est ça. c'était trop clivant et ça faisait pas avancer le schmilblick. Non, mais c'est ça, hein. Et je me souviens même que, tu vois, par rapport à certaines analyses que j'ai faites, alors je dirais pas lesquelles, comme ça laissera deviner, mais même pour certaines analyses que j'ai faites, j'ai gonflé un peu la note pour justement pas me faire tailler. Pour pas me faire tailler, et pour pas avoir une. Donc au final, tu vois, je mettais une note, mais c'est pour ça que c'était bancal et que j'ai arrêté. Parce que je mettais une note, mais au final, j'étais obligé de la gonfler pour pas que ça soit perçu trop mal, etc. Donc, voilà, au final, il doit y avoir 5 vidéos où j'ai mis la note et après, j'ai dû faire 5 ou 6 analyses ou peut-être plus où je ne l'ai pas mise. Mais en tout cas, voilà, je me suis rendu assez vite compte. Et je suis sûr, tu vois, là, c'est une certitude que même avec tout ce qu'on a dit dans le podcast, il y a des mecs qui vont m'envoyer des DM et qui vont me dire, je peux avoir la note avec le barème salé. Parce qu'ils vont vouloir savoir, mais je vous le dis direct, je ne le ferai pas. Comme ça Oui. m'évitera d'avoir des DM. Mais je suis sûr, il y en a qui vont quand même insister, c'est toujours comme ça. Les mecs insistent toujours pour avoir leur note, mais ça va rien vous apporter de bon. Mais c'est vrai que, bon, je crois qu'on avait déjà parlé dans des podcasts que certaines fois, on recevait des DM sur Insta où les personnes nous demandaient d'analyser les pecs. Enfin,
c'est souvent que ça d'ailleurs. On nous envoie une photo du buste là, comme ça, où on voit juste le nombril et puis le haut du corps avec les pecs. Et les personnes me demandaient ou te demandaient, ouais, est-ce que j'ai les pecs longs ou courts? Et encore une fois, et bon, peut-être que les personnes qui nous envoient ça n'écoutent pas non plus le podcast, on ne pourra pas vous répondre. C'est impossible. Et puis en plus de ça, voilà, on ne peut pas prendre le temps d'épiloguer sur les réseaux peut-être aussi. Ça n'apportera rien puisqu'il nous manque beaucoup d'infos. Votre environnement sera bien plus important, comme on l'a dit, et ça ne fera avancer absolument rien le schmilblick. J'aime bien le mot schmilblick. Ouais, tu l'as dit beaucoup. Mais c'est vrai que tu vois vite aussi ce qui intéresse les gens. Moi, je vois bien certaines personnes qui passent par mon service. Donc, si vous voulez comment ça se passe, vous commandez, vous recevez un mail avec des exemples de poses à reproduire et toutes les informations qu'il me faut. Et déjà, je vois bien, encore une fois, le degré d'implication de la personne. Parfois, j'ai 3 lignes et les photos que j'ai, c'est des photos où en fait, il n'y a que le haut du corps. Il n'y a que le haut du corps. C'est des photos, tu sais, qui ne respectent pas aussi les poses. Et voilà, il y a 3 lignes et dans ces 3 lignes, il y a je voudrais un programme PEC pour prendre des pecs. Ma morphologie pour les pecs, je pense qu'ils sont courts et j'ai des grosses épaules. Voilà, fini. Donc effectivement, tu vois bien ce qui intéresse le plus les gens. Mais encore une fois, moi quand c'est comme ça, je dis est-ce que tu peux me donner un peu plus de précision, refaire des photos en respectant les poses, etc. Mais effectivement, tu vois ce qui intéresse le plus les gens. Sur de questions, c'est vrai qu'on a pas mal épilogué sur l'analyse morphologique, même si on avait prévu, comme tu l'as dit, de faire un épisode dédié à ça. Bon, là, pour le coup, on a pris le temps, mais ce qui sera plus intéressant, ça sera en vidéo, comme tu l'as dit, et comme ça, on pourra prendre le temps de vous expliquer tout ça dans les détails. Ouais, je pense, enfin, honnêtement, même si on est rentré un peu dans les détails, Il y aura toujours des choses à dire, bien sûr. ouais, Pas des exemples concrets, c'est plutôt ça aussi. de mon qu'on côté, ouais, apportera. j'ai l'impression qu'on a regardé quand même pas mal sous la pédale et qu'on a que survolé le sujet. Donc cette morpho-anatomie, il y aura toujours plein de choses à dire, tellement c'est intéressant et tellement au final c'est quelque chose qui n'est pas connu. Il y a un moment où je voulais faire une formation sur comment apprendre à analyser sa morphologie. Le truc, c'est que il y a personne qui aujourd'hui, je pense, est suffisamment compétent pour réaliser une formation là-dessus. Peut-être qu'un jour, ça arrivera, mais pour le moment, je pense que voilà, même avec toute l'expérience que j'ai, transmettre son savoir, c'est pas forcément quelque chose qui est très facile aussi. Et comme on le disait dans les derniers podcasts, j'ai une façon qui est pas forcément hyper pédagogique. Je vous rappelle que j'ai balancé les insultes au début du podcast et que j'ai fait tailler et que j'ai taillé énormément. Mais pourquoi pas un jour faire ce genre de choses et apprendre aux gens à faire ça. Bah, tu as un franc-parler, effectivement, qui peut plaire, hein, et ça peut être bien aussi, des fois, de dire les choses et de ne pas passer par 4 chemins. Et bon, même si on apporte quand même de la nuance dans ce podcast, c'est bien d'avoir aussi, des fois, un ton un peu tranchant, comme tu peux l'avoir, C'est pour ça le combo sauce piquante et guacamole, ça marche bien. pour vous servir. Bon, Rémi, les steps. Oui. Parlons des steps. Alors, combien de steps faut-il faire par jour? Et 10 K-steps, est-ce que ça suffit pour une sèche? Alors déjà, peut-être qu'on peut commencer par step, peut-être que certains n'ont pas la traduction. Donc, il s'agit des pas que vous allez réaliser au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'on utilise plutôt le mot step. C'est pas sur les pas ou step, c'est la même chose. L'idée derrière les steps, c'est avant tout d'augmenter, de faire varier votre dépense physique pour du coup avoir cet équilibre ou pas avec vos besoins journaliers, donc ce que vous allez ingérer, manger. Les fameux 10K steps, c'est quelque chose qui revient parce que c'est le chiffre 10, 10K c'est beau, etc. Mais par contre, c'est quelque chose que vous allez faire moduler, au même titre que vous allez moduler vos calories. La dépense via... Attends, tu veux pas donner un peu plus d'explications sur les steps, leur intérêt, leur truc? Là, tu rentres directement dans le vif du sujet. Les steps, c'est voilà, faire des pas, hein, En, mettre un pas dans l'autre. en fait, non. Les steps, c'est un indicateur qui peut servir à avoir une idée de votre dépense énergétique. Et c'est ce que j'ai dit. Oui, mais attends, T'écoutes pas aussi. on va rentrer un peu plus dans les détails. C'est un indicateur. Les steps,
vous n'êtes pas aussi obligé de les faire en marchant, si vous voulez. Le step correspond à votre nombre de pas, mais vous pouvez les faire en marchant ou en courant aussi. Courir, c'est quoi? Courir, c'est marcher vite. Oui. Voilà, donc il y a ça. Si vous courez, ça va quand même vous compter des steps. Là, nous, on va se centrer sur la marche, uniquement la marche. Pourquoi? Parce que la marche a plusieurs intérêts que, par exemple, la course n'aura pas. Déjà, la marche va avoir un intérêt de dépenses énergétiques, ce qui est aussi le cas de la course. Mais ce qui va se passer, c'est que ça va être déjà beaucoup moins fatigant que la course et beaucoup moins contraignant d'un point de vue musculaire et articulaire. Par exemple, aller courir, faites une séance de jambes demain, le lendemain, il y a de grandes chances que ça ait un impact. Aller marcher, ou même aller courir le matin, faites une séance de jambes l'après-midi, vous allez voir que ça a un impact. Aller marcher le matin, aller faire une séance de jambes l'après-midi, je l'ai fait hier, pas d'impact. Parce que c'est moins traumatisant, c'est quelque chose qu'on peut faire Voilà, qui ne va pas nous fatiguer, on va pouvoir faire autre chose en même temps qu'on marche, tandis que quand on court, bon, bah voilà, on court, on cherche plutôt à respirer, à tenir la cadence, plutôt que quand on marche, on est plutôt sur quelque chose de souple, où voilà, on peut respirer, prendre le temps. C'est ça. L'effort demandé est complètement en fait différent pour au final, parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais la course ça dépense plus d'énergie. En réalité, si tu vas d'un point A à un point B, en courant ou en marchant, il n'y aura pas une grosse différence en termes de dépenses d'énergie, voire pas de différence du tout. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça qu'on centralise ici sur la marche. Parce que la marche, c'est moins contraignant. En plus, la marche, ça peut être splitté dans la journée. La marche, ça n'a pas besoin d'aller en salle de sport pour être fait. La marche, c'est agréable. La marche, ça peut être partagé. La marche, on peut la faire en faisant quelque chose d'autre, en téléphonant, en travaillant, par exemple. En écoutant le podcast. En écoutant le podcast, comme beaucoup le font. Bref, la marche, ça a quand même beaucoup d'intérêt. Ensuite, d'un point de vue de la santé, ça a également un intérêt énorme. Et les 10K steps, en fait, ils sortent pas de mon trou de balle. C'est. On va se faire démonétiser, Denis, parce que entre tout à l'heure le dick rating et là. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave si on se fait démonétiser. Rémi, on perdra 1,50 €. Mais c'est 1,50 € pour le Galois Gym. Je me dis qu'avec tous les podcasts qu'on a fait, s'ils ont tous ramené 1,50 €, on a fait une trentaine d'épisodes. On peut acheter une poignée de tirages, on peut acheter. Grâce à vous, le Galois Gym va pouvoir vivre. Mais grâce à mes insultes, tu vois, là, c'est. Avec 1,50 €, Rémi, on en achète des trucs pour la muscu. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 1,50 €? On peut acheter. Bon, tant pis, je vais quand même limiter les insultes. Mais je sais plus ce que je disais. Que oui, voilà, je sais plus. oui, que le chiffre il sortait pas de mon cul et que c'était l'OMS qui le préconisait. Et voilà. Et 10K step, pour donner un ordre d'idée, 10K step, ça dépend à quelle vitesse tu marches, mais personnellement, moi, il me faut 1h20 à peu près pour les faire. Donc c'est 1h20 de marche en continu. Bien sûr aussi l'avantage des steps, c'est que tu peux en faire une part de manière involontaire. C'est-à-dire que si tu vas au boulot à pied, bah, entre guillemets, ou si tu as un boulot physique où tu bouges beaucoup, bah, tu vas les faire sans t'en rendre compte, tes steps. Ouais. À l'inverse, voilà. Quand on parle de marche, c'est vraiment la démarche d'aller marcher dehors, de prendre le temps de dire ok, je vais marcher dehors. Après, il y a tous les pas involontaires où on piétine, où on est chez nous, on se balade dans la maison, on fait 2-3 allers-retours. Voilà, ça c'est des pas involontaires. Ça, c'est la différence entre le NEAT et le cardio. C'est que le NEAT, ça va être la dépense involontaire, le cardio, ça va être la dépense volontaire. Et les steps, tu peux en faire de manière involontaire ou de manière volontaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais du coup, voilà, c'est un indicateur. Pourquoi? Et pourquoi c'est utile aussi? Et pourquoi on vous recommande quand même d'aller marcher? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne bougent pas. Et en fait, ont une moyenne de pas qui est dans les 2K, 2K5. Pour la plupart des gens, c'est 2K, 2K5. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont des boulots hyper sédentaires. Tous ceux qui sont dans des bureaux, qui bossent à des postes fixes, qui du coup travaillent du matin jusqu'au soir, qui travaillent tout simplement.
ces personnes-là, effectivement, ont plutôt un mode de vie plutôt très sédentaire et la dépense est assez loin du coup de ces fameux 10K steps. Il y a un proverbe qui disait, Rémi, dis-moi combien de pas tu fais et je te dirai à quoi tu ressembles. Et c'est un peu vrai, hein, c'est un peu vrai. Si vous êtes un peu gras, ouvrez votre application, regardez votre moyenne de pas annuelle et vous aurez très certainement une explication. Si au contraire vous êtes plutôt sec, il y a de fortes chances que si vous l'ouvrez, vous ayez peut-être quelque chose d'assez élevé. Ça, c'est important, on y reviendra sur cette notion de moyenne hebdomadaire ou même mensuelle ou même annuelle de vos pas. Parce que tout le monde peut marcher une fois 10K, mais tout le monde ne va pas faire l'effort de marcher 10K Ouais. tous les jours. Mais c'est ça en fait le truc, c'est toujours la régularité. C'est comme la diète, c'est facile d'être en déficit calorique sur un jour, c'est facile d'être en surplus calorique sur un jour. Ce qui est plus difficile, c'est de l'être sur le long terme. Le nombre de pas, c'est pareil, c'est facile d'avoir 10K. Justement, on reprend l'exemple de la personne qui pensait que la J'allais la progression, donner. qui pensait que la progression s'achetait et qui a fini par se doper. Quand on avait regardé sa moyenne de pas, elle était extrêmement faible. Mais quand je dis extrêmement faible, on était dans les 1000. Et quand on lui disait, tu vois, il faudrait plutôt que tu sois dans les 10K steps, etc. Parce que c'était quelqu'un qui Ou était. du moins juste augmente ne serait-ce que de 2000 pas en plus par rapport à ce que tu fais, ça sera toujours mieux parce que c'était une personne qui cherchait à prendre du poids mais aussi à enlever un petit peu la merdouille qu'elle avait au niveau du ventre. C'était un skinny fat, ouais. Voilà, mais c'était une personne en fait qu'on avait essayé de raisonner. Enfin, voilà, on a tout fait pour essayer de les raisonner. On lui a même proposé de s'entraîner avec nous. On lui a partagé nos connaissances. On lui a montré comment s'entraîner. Enfin bref, on a été ses darons. On a été là pour essayer de vraiment l'accompagner dans les meilleures conditions. Mais à chaque fois, il s'engouffrait dans une excuse. Ouais, mais c'est parce que j'ai pas acheté ça. Ouais, c'est parce que j'ai ci, c'est parce que j'ai ça. Et à chaque fois qu'on prenait un élément, notamment ses pas, il disait ouais, mais moi, j'ai déjà marché 15K cet été. J'ai fait une randonnée. Ouais, non, Ouais, c'est pas ça. En fait, il me disait, oh, mais les 15K, je les ai déjà fait. ouais, je les ai déjà fait. Je les ai fait. C'est bon, ça n'a pas marché. C'est ça. Tu creuses un peu? Oh, mais c'est parce que j'ai fait une randonnée l'an dernier. Mon Et voilà. scooter. Non, je Non, rigole, je rigole. c'est pas ça. Le mec avait fait une randonnée une fois dans sa vie et il était là. Ouais, non, mais ça marche pas. Mec, t'as fait Donc, 15K une fois dans ta vie. Le reste du temps, tu restes dans ton canapé. C'est sûr que ça va pas fonctionner. c'est pas faute d'avoir essayé de le raisonner parce que on lui avait expliqué, mais viens avec nous, on se balade tous les soirs en bord de Vienne, à l'époque. Viens avec nous et tout. Non. On lui avait même conseillé du coup de changer son mode de dépense et il avait acheté un vélo, mais c'est pas le vélo à 50 euros au Trocathlon, quoi. Il Ah avait oui. acheté le vélo dernier cri pour du coup avoir une dépense. Ok, ça a tenu, je suis même pas sûr que ça a tenu une semaine. C'était une personne qui était incapable de tenir quoi que ce soit dans la vie à partir du moment où on lui a imposé quelque chose, il n'arrivait pas à s'y tenir. Et le vélo, il s'est arrêté, il avait acheté un super vélo qui a pas tenu une semaine. Malheureusement, il y a des personnes comme ça, on parlait de fatalité, bon, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, mais il y a des personnes dans la vie qui vont être fatalistes et qui vont se dire je n'y arriverai pas et on ne pourra pas les aider. C'est hyper dur, mais c'est la réalité aussi. Ah, c'est vrai qu'il avait acheté un vélo super cher. Genre, pour commencer à faire du vélo, 8000 balles dans le vélo. Je sais plus combien dans les pneus. Je sais plus combien dans la tenue qui va avec. Dans les gourdes, dans les trucs. Parce qu'il pensait que voilà, il fallait absolument ça pour pouvoir faire du vélo, alors il n'avait jamais réellement fait. C'est vrai que et puis tous ces déplacements, en fait, il se déplaçait toujours en voiture ou en trottinette électrique, alors qu'en fait c'était pour faire des déplacements qui étaient à 5K steps de chez lui, aller-retour, Mais, donc mais 2K ouais, 5. c'est ça, ce que j'allais dire, aller-retour, hein, franchement. Mais bon, on va pas épiloguer plus parce que c'est une personne qui nous a vraiment aidé passer un temps et qu'on remercie. Mais voilà, par contre, on est déçu de De voir son pas ouais, comportement aujourd'hui, d'avoir changé un petit peu. non, c'est même pas ça, c'est de pas avoir réussi à À l'aider l'aider, ouais. et à ne pas avoir pris les bonnes décisions dans sa vie, parce que bon, bah voilà, forcément, quand tu prends des produits dopants, forcément, ça te flingue la santé, et forcément, un jour, tu passes à la caisse, et on aurait aimé lui éviter ça, tout simplement. Ouais, parce qu'on on se sent comme
je sais pas si je pourrais dire ça, mais comme une part de responsabilité dans son comportement d'avoir passé l'acte, en fait, d'avoir fait l'action de prendre des stéros. Et ça, c'est quelque chose ouais, qui est dommage, vraiment dommage, parce que on a fait tout ce qu'on pouvait, mais voilà, la personne n'avait que ça en tête et après s'est bridé là-dedans et c'était impossible de le raisonner encore une fois. On a beau essayer de lui en dissuader, Mm. rien n'a fait. Bon, Donc je voilà, pense tout qu'on ça pour dire que les pas, c'est quelque chose qui doit être fait, encore une fois, comme la diète, comme l'entraînement sur du long terme. L'objectif des 10K Steps, c'est, comme Denis l'a dit, c'est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé qui, du coup, préconise d'avoir une dépense aux alentours des 10 000 pas journaliers pour avoir des bénéfices sur la santé, etc. Parce que bon, bah, voilà, ça permet aussi d'améliorer la répartition graisseuse, d'augmenter votre dépense, d'avoir une santé cardiovasculaire un peu plus fonctionnelle, de faire du bien aussi à la tête. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui dépendent de cette activité au quotidien. Donc voilà, les 10K Steps, c'est déjà dans un objectif de santé. Le deuxième point, c'est avant tout aussi eh bien, un outil qui va vous permettre de réguler votre prise de poids ou votre perte de poids. On parlait du déficit calorique, c'est vrai que augmenter sa dépense via des pas, c'est quelque chose d'envisageable et même de recommander. On recommande, nous, à nos suivis, effectivement, de faire des pas et après de quantifier les pas et surtout d'avoir ce point d'appui pour gérer au mieux la perte de poids ou même, voilà, encore une fois, dans le cadre d'un maintien calorique ou d'une prise de poids, peu importe. Les pas, c'est un outil fondamental. Donc, faire varier les pas, augmenter à 10, 12, 15, 20, 25K, quand on le peut, c'est super intéressant parce que, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui ne fatigue pas, qui vous permet aussi de garder, vu comme on revend sur notre balance, ça nous permet aussi de garder un peu plus de calories dans l'assiette. Et ça, voilà, ça n'a pas de prix. Ouais, alors, comme tu l'as dit, les pas, déjà, c'est un aspect sur la santé, mais j'ai envie de dire, quand on fait quelque chose en muscu, c'est toujours dans un premier temps, enfin, bien manger, c'est un bon impact sur la santé. C'est clair. S'entraîner, c'est un bon impact sur la santé. Et effectivement, après, on peut pousser un peu plus les choses par rapport à notre objectif. Déjà, que tu sois en prise de masse ou en sèche, je te conseille de marcher dans les deux cas. Oui. Pourquoi même en prise de masse? Parce qu'en prise de masse, déjà, même en maintien, enfin, marche tout le temps. En fait, avoir une activité physique autre que la musculation, tu vas tout de suite voir un changement dans la répartition dans ta composition corporelle. Tu vas tout de suite voir que tu looks beaucoup mieux, que tu vas perdre le gras que tu as stocké sur le bide. Enfin, ça va que te faire du bien à ta composition corporelle. Et d'ailleurs, c'est un des secrets pour garder une composition corporelle sous contrôle. Aussi, ça va jouer sur la digestion, sur la fatigue. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est que si tu fais juste de la musculation, tu n'es pas considéré comme sportif, tu es encore sédentaire. Ça pique, désolé. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas à la muscu, ok, tu vas à la muscu, tu vas faire ton sport, tu as quoi? Tu as 30 séries au maximum dans ton programme, 30 séries effectives, et encore, tu vois, je parle du principe que tu forces, hein, et 30 séries, c'est beaucoup. C'est quoi? On va prendre mon propre cas, comme ça, ce sera plus simple. Hier, j'ai fait les jambes. Ma séance jambes, j'ai donc deux séries de mollets, 2 séries d'abdos, 2 séries de leg curl, 2 séries de hack, et du coup 2 séries de leg extension en drop set mécanique 6 squat. J'ai 10 séries. T'as pas rempli le pendulum, toi, petit coquin? Oui, j'ai remplacé le hack par le pendulum, pardon. Alors, moi, je t'ai à l'œil, hein. Attends, ça fait 7 mois que je faisais le hack, c'est pour ça c'est ancré. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai 10 séries effectives. C'est-à-dire j'ai 10 séries qui vont me demander un effort important. J'ai fait la séance, hier j'ai pris un peu le temps parce que j'ai filmé, etc. Ça m'a pris plus de temps. J'en ai eu pour 2 heures. En 2 heures, j'ai fait 10 séries qui m'ont demandé un effort réel. Tout le reste de la séance, j'ai fait quoi? J'allais dire je me suis branlé, mais ça va encore trop. Là, c'est La sûr. monétisation, C'est sûr. c'est Là, de les pire en pire. 1,30 €. C'est de pire en pire. Mais ce que je veux dire, voilà, ça veut dire que pendant tout. Et une série, c'est quoi? C'est 1 minute 30. 1 minute 30 fois 10, je te laisse faire le calcul. J'ai quasiment pas beaucoup forcé. Et enfin, l'effort que ça m'a demandé,
est très faible. Donc imagine, je fais que ça. Ça veut dire que dans ma semaine, le temps que je passe à faire du sport réellement intense avec mes séances, il est inférieur à 1 heure. Tu vois, il est aux alentours de 45 minutes. Tu crois vraiment que je peux me considérer comme sportif avec uniquement ça? Tu crois vraiment que on peut dire que je ne suis pas sédentaire avec ça? Non, tu vois. Il y a des mecs qui vont marcher, enfin, ils vont courir 45 minutes, ils font autant de sport que moi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est la même chose. Hein. On va pas prendre le cas, parce que, comme je disais, c'est pour ça l'exemple précédent ne fonctionne peut-être pas. Il y a des personnes, ils vont à la salle, elles font 30 séries, elles ne forcent même pas sur leur série. Ça veut dire qu'en gros, elles vont à la salle et elles passent 2 heures à la salle, mais c'est 2 heures qui n'est même pas considérée comme une activité physique. Parce que certes, tu y vas, mais tu passes plus de temps à être en temps de repos, à charger tes barres, etc. Et je suis désolé, ça, c'est pas. Voilà quoi, tu crames autant de calories quand tu fais la vaisselle. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des mecs qui vont te dire: ouais, j'ai fait une séance jambes, j'ai brûlé 600 kilocalories. Non, la vérité, c'est pas ça. Les calories que tu utilises pendant un entraînement, faut voir comment c'est surestimé. Déjà, sur les appareils de cardio, faut voir comment c'est surestimé de ouf. Mais je te le dis, n'espère pas cramer 600 kilocalories pendant un entraînement de jambes. Ou alors, il faut que tu arrives à la salle, tu commences, tu squats, et au bout de 2 heures, tu squattes encore, mais tu t'es pas arrêté au milieu. C'est ça le truc qu'il faut bien comprendre. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, les activités d'endurance utilisent plus d'énergie que les activités de résistance, parce que lorsque tu fais une activité de résistance, eh bien, ce qui se passe, c'est que tu passes plus de temps à te reposer qu'à faire un effort. Alors qu'en endurance, c'est un effort qui est constant. C'est pour ça que le cardio est utilisé pour utiliser de l'énergie, pour augmenter sa dépense énergétique, et que tu ne fais pas de la muscu pour augmenter ta dépense énergétique. Ou alors, si tu veux augmenter ta dépense énergétique via de la muscu, souvent, tu vas faire des circuits training, ce genre de choses, parce que tu vas enchaîner et avoir un effort qui est long sur le long terme. Bref, ça, c'est pas forcément le sujet, enfin, un peu quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si pour toi, faire de la muscu, c'est ta seule activité physique et qu'à côté, tu fais 2 K-steps en moyenne sur ta semaine, donc 2 K-steps en moyenne chaque jour, tu vois, donc ce qui est très faible, bah, je te le dis, te plains pas d'être skinny fat ou une connerie comme ça, parce que tu n'es pas actif, tu n'es pas sportif, tu ne bouges pas, juste tu vas à la salle et c'est tout. Et tout de suite, quand tu vas augmenter ta dépense énergétique, que tu vas inclure des pas, c'est là où tu vas avoir une grosse différence, parce que bah, potentiellement, tu vas bouger beaucoup, beaucoup plus, et tu vas sortir de l'état de sédentaire, et pour devenir quelqu'un qui est considéré comme actif. Et là, tu vas le voir sur ton énergie, sur ta forme, sur plein de facteurs, sur tes performances à la salle, sur ta récupération, sur ton appétit, sur ta libido, sur plein de trucs. Tout simplement parce que, bah oui, tu as une activité physique qui est importante. Et on le répétait, avoir une activité physique, c'est important pour la santé. Et c'est ça. Et si juste bah, tu vas à la salle, bah, c'est pas suffisant comme activité pour être en bonne santé. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, les steps, c'est également utilisé pour ça, pour bah, faire une activité physique. Et du coup, au final, avoir les bénéfices qui vont avec. Ensuite, vas-y, j'ai parlé. Non, mais c'était pour rebondir là-dessus, parce que je pense que parmi les auditeurs qui nous écoutent, je pense que cette notion de qu'est-ce qui est le plus qui va dépenser le plus d'énergie entre 1 heure de sport et 1 heure de marche, je suis pas sûr à 100%, mais je pense que parmi nos auditeurs, il y en a plein qui pensent que l'heure de sport va être plus, va augmenter plus facilement la dépense. Or, ce qu'on dit ici, c'est qu'1 heure de marche sera bien plus bénéfique en termes de dépenses physiques qu'1 heure de sport. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose à bien s'ancrer dans la tête pour dire que la séance de sport, c'est fondamental. De toute façon, pour des gars comme nous, enfin pour des personnes qui s'entraînent comme nous, il nous faut ça. Mais par contre, n'espérez pas, ne vous reposez pas uniquement sur votre activité physique en salle de sport pour créer voilà, une dépense suffisante. Les pas, c'est ce qui fera 90% de votre dépense. C'est ça. Parce que déjà, en fait, il faut que l'effort soit suffisamment. Tu vois, pour avoir une dépense énergétique qui soit importante à la salle, il faut fournir un effort qui est quand même important. Mais tu vois, je prends mon hack squat. Ok, ma dépense énergétique,
à la minute sur le hack squat est hyper importante. L'effort que ça me demande est hyper important. Mais la série dure, je sais pas, 1 minute. Il me faut 10 minutes derrière de récup. Donc si on fait le ratio, c'est beaucoup moins intéressant que si je marchais, donc si je faisais un effort beaucoup plus modéré, mais sur le long terme, sans m'arrêter, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est ça que, tu sais, c'est un peu, il y a des trucs comme ça, c'est contre-intuitif et les gens ont des a priori, barrières. ouais. C'est ça, c'est comme, tu sais, dans le dernier podcast, quand on a dit avec Louis, une presse à cuisse, avant de la charger, bah, il faut en vouloir, tu vois. Et les gens ont dû se dire, mais ils se foutent de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule quand on dit qu'un hack squat, c'est plus léger qu'une presse. Tu vois, parce que la presse, c'est le mouvement d'ego lifter par définition, tu vois. Par excellence, ouais, c'est clair. C'est très facile. Ok, ouais, je vais dans un Basic Fit, je prends la presse, je mets tous les poids, je le fais à une jambe, génial. Ça va bouger, mais parce que je vais avoir une amplitude de 10 cm. C'est oui, cool. oui. C'est cool. Maintenant, je vais mettre 3 plaques, 4 plaques. Je vais mettre mes pieds en bas du plateau, je vais avoir une grosse flexion de genou, je vais descendre jusqu'en bas, je vais mettre des tapis derrière mon dos pour augmenter mon amplitude. Bah là, je vais mettre 3 plaques, je vais faire 5 reps. Alors que juste avant, j'ai fait 10 reps à une jambe avec toute la presse. Et c'est, en fait, tu vois, c'est ça, c'est le truc qui est ultra contre-intuitif parce que, bah, tu vois, ça, encore une fois, ça demande une remise en question que les gens ont parfois des difficultés à avoir. Et la marche, c'est pareil. Et l'entraînement, c'est pareil. Mais il y aura toujours des mecs qui seront convaincus. Moi, je fais des séances super intenses. Je brûle. Oh, ma montre, elle me dit 500. Je suis sûr, je fais 1500. Ça doit bugger. Et après, tu sais, c'est. Notez l'imitation sur 10, s'il vous plaît. Et après, il y en a qui vont dire, tu vois, c'est ces mêmes personnes qui vont dire je comprends pas, je perds pas de poids. je dois être endomorphe. Oh non. Oh, le crossover. Non, mais voilà, c'est pour dire que au bout d'un moment, quand on me dit remettez-vous en question, si vous ne progressez pas, c'est que vous faites certainement des choses qui ne sont pas bien. Bah justement, on en vient à ça. Maintenant, on peut avancer un peu sur les steps. Ouais. Step, on dit voilà, ça dépend de l'énergie. C'est intéressant prise de masse ou sèche. Maintenant, combien de steps vous devez faire? Ouais, c'est très intéressant ça, effectivement. Combien de steps vous devez faire? Alors, parce que en fait, il y a aussi un aspect au step en fonction du cut et de la prise de masse. C'est-à-dire que en cut, ça peut être intéressant d'avoir un nombre de steps important pour avoir potentiellement un peu plus de calories dans l'assiette, parce que c'est la balance énergétique entre les apports et la dépense. Donc, avoir plus de dépenses, ça veut dire avoir potentiellement à disposition plus d'apports aussi au niveau du déficit. Et donc, parfois, plutôt que vous retrouver dans des extrêmes, en gros, si tu es à 1500 kilocalories et que tu perds pas de poids et que tu as 2000 steps et que tu as du mal à tenir ta diète, bah, tu vois, si potentiellement tu passes à 10K steps par jour et que tu montes à 1700, 1800, 1900 kilocalories, tu auras potentiellement, ça se trouve, le même déficit calorique, sauf que ta diète sera beaucoup plus facile à tenir. Donc, c'est comme ça qu'il faut moduler avec les steps, d'autant plus qu'au fur et à mesure de l'avancement, tu vois, plutôt que de baisser tes calories, tu peux tout simplement augmenter tes steps. Tu peux très bien, au lieu d'enlever des calories, augmenter tes steps de 2,5K par jour ou 5K. Enfin, en fait, les steps, c'est un outil. C'est toujours dans la boîte à outils. En prise de masse, pour les personnes qui ont du mal, par exemple, à avoir un total calorique suffisant, bon, déjà, on l'a déjà dit, si tu as du mal à manger tous tes plats en prise de masse, bon, c'est qu'au niveau de l'implication dans la cuisine, tu peux très certainement faire un effort, mais soit, parfois, quand on en arrive à des extrêmes importants au niveau des calories en prise de masse, ça peut être important de potentiellement diminuer son nombre de pas aussi. Par contre, n'allez jamais en dessous de 7 ou 8K et sur des périodes assez courtes. Tu vois, sinon, bah, votre composition corporelle, elle va devenir flinguée. On en avait parlé dans le podcast avec Lucas Guif. C'est une erreur que j'ai faite lors de la première montée de poids. Ouais, on marchait pas du tout encore à cette époque-là. Hein. Si, moi je marchais déjà, mais j'avais réduit. Bah, ça fait un paquet de temps que ouais, mais je veux dire par là, la toute première fois quand on était
Quand on a eu l'appartement au tout début, on marchait beaucoup. Ah, non, le Dirty Bulk, non. Là, je marchais. Ouais, moi, je faisais référence à celui-ci. Ouais. Non, je marchais pas encore sur celui-ci. Mais je Ouais. parle d'une autre erreur parce que je sais même plus qui c'est qui est. Où j'ai vu l'info qu'il fallait marcher et que j'ai décidé. Mais je crois, non, c'était pour écouter mes podcasts que j'ai commencé à marcher. Et justement, je crois, dans un podcast, pour ceux qui connaissent, ça devait être Will Johnson à l'époque. Il avait dit, ouais, c'est vachement bien de marcher. Et en fait, moi, j'étais là en mode, ouais, trop bien, je le fais déjà. Et tu sais, un peu comme dans le dernier podcast, encore une fois, avec Louis, on a donné les meilleurs exos. Je suis sûr, il y en a qui se sont dit, oh, trop bien, moi, je le fais cet exo. Moi, c'était exactement la même chose avec les steps. Bon, bref, j'ai encore perdu le fil. Mais du coup, voilà, gardez quand même toujours un minimum de steps parce que avoir une dépense importante, c'est quand même quelque chose qui vous aidera, ne serait-ce que pour l'aspect digestion, l'aspect faim, etc. Moi, je me souviens le combo de la mort quand j'étais en prise de masse, c'est je rentrais après mon entraînement, je me faisais mes 250 grammes de crème de riz avec la whey, j'allais marcher, je finissais mes steps parce que je scindais mes steps en deux, je rentrais, j'avais la dalle de ouf alors que je venais de m'envoyer, je sais pas, quasiment l'équivalent de 1000 kilocalories parce que je rajoutais des fruits avant. Et 1000 kilocalories, j'avais faim une heure après, quoi. Ah bah après, la crème de riz aussi, Oui, alors c'est un de ses aspects aussi. c'est le combo crème de riz, mais tu vois, je la finissais, la crème de riz, j'étais bien, tu vois. Ah bah 250 grammes, oui, c'est pas mal quand même. Je la diluais pas trop parce qu'après, tu peux jouer sur les quantités d'eau pour faire quelque chose de plus ou moins volumineux avec la crème de riz aussi. Mais je rentrais, j'avais faim et quand tu as ce sentiment, là, je préparais mes cuisses. Je me souviens, je prenais mes patates, mon kilo de patates là, et mes cuisses. Et je préparais ma sauce au miel ketchup. Si tu as écouté le podcast, tu connais déjà ça. Je mettais dans le four. Ah, je me frottais les mains comme ça là. Je le regardais cuire. Tu sais, comme un enfant devant le micro-ondes. Et ouais, non, c'était le combo anabolique. Bon, au final, on n'a pas trop répondu à la question. Frère, je vais peut-être te laisser conclure sur cette question. En fait, tu l'as dit sur la notion de combien doit-on faire de pas. Et bien sûr, on suit déjà les recommandations de l'OMS, c'est au minimum 10 K-steps journaliers. Si après, tu souhaites utiliser cet outil des pas pour augmenter ton déficit calorique ou voilà, moduler un petit peu ton régime alimentaire, donc soit si tu cherches à perdre, prendre du poids, etc., les pas vont être un outil hyper important. Si tu pars dans le principe de perdre du poids et que tu veux pas trop toucher à ton assiette parce que tu as envie de toujours bien manger, toujours d'avoir du volume dans l'assiette, bon, Denis l'a dit, tu peux le gérer par déjà le choix alimentaire dans ton frigo. La deuxième chose, c'est bien sûr d'augmenter tes pas petit à petit. Se dire que tant que tu arrives à enchaîner dans ton emploi du temps et la séance de sport et la préparation des repas et tes pas, parce que bon, Denis dit qu'en 1h30, il a fait ses 10 steps. Peut-être que tu marches un peu moins vite, peut-être que c'est un peu plus vallonné chez toi, peut-être que voilà, bref, tout ça pour dire qu'il faut aussi trouver le temps de faire 1h30 de marche. Voilà, il y a des personnes qui nous écoutent certainement qui ne peuvent pas s'accorder autant de temps et qui du coup ne peuvent pas utiliser cet outil comme un levier. En revanche, toutes les personnes qui peuvent utiliser les pas, eh bien faites-le. N'hésitez pas à augmenter à 2h, 2h30 de marche et voir un petit peu ce que ça représente en termes de pas et du coup à l'utiliser pour améliorer votre régime. En prise de poids, c'est vrai que il est important toujours de marcher parce que ça améliore la digestion et on pourrait dire oui, mais du coup, vu comme on augmente les pas, ça veut dire qu'il va falloir qu'on mange encore plus pour prendre du poids. Oui, mais vu comme on l'a dit aussi, les pas, ils sont là aussi pour stimuler aussi votre appétit. Denis le disait, quand il rentrait de ses pas, il avait la giga-dalle. Mais parce que aussi, c'est un effet aussi de la marche. Ça ouvre l'appétit. Ça favorise la digestion, ouais. Ça favorise la digestion, donc ça ouvre voilà, l'appétit. Ça Donc, apporte aussi cet effet recherché. au final, la question c'est 10 casse-têtes, est-ce que ça peut suffire? Tout Oui, dépend. oui, Ça, oui, ça mais tout peut, dépend après de ce que vous voulez voilà, faire. ça peut très bien suffire, comme ne pas être assez, comme être un peu trop par rapport à ton emploi du temps. Faites au maximum vos pas de manière involontaire. C'est hyper important. Bien sûr. Je Tous ceux qui sont dans le bâtiment, et je fais un petit coucou à Baptiste, Baptiste qui lui est maçon et travaille voilà, dans la maçonnerie, donc tous les jours il est obligé de se taper des escaliers, de trimballer du matos, etc. lourd en plus.
et ben à la fin de la journée, il a déjà pété les 10 casse-têtes, hein. Il n'est pas obligé d'aller marcher en plus à la fin de la journée. Donc voilà, tout ça pour dire que certains métiers, déjà, de par leur activité, ils se font très facilement. Petite anecdote, il y a pas longtemps, j'ai fait un date et du coup, je me suis fait trimballer en voiture parce que je connaissais pas le lieu. Et la personne, enfin tu vois, on s'est garé vachement loin de là où on devait aller. Et, euh, et du coup, je lui ai dit, mais pourquoi tu te gares là? Je pensais que c'était parce qu'il y avait de la place. Il me dit, non, c'est pour augmenter mon nombre de steps. Là, j'ai su que c'était. C'est elle, ah oui, c'est elle qui a dit ça. Ouais, c'est elle qui a dit ça. J'ai su que c'était pas n'importe qui quand même. Bon, passons l'anecdote. Ah, téléphone. Téléphone. Bah, C'est c'est elle pour te dire qu'elle c'est elle t'attend pour pour me, faire des steps. ouais, c'est pour me dire que je lui manque, etc. Bon, je pense qu'on va laisser. J'ai entendu, il y a ma commande qui est arrivée dans la boîte aux lettres Tu l'as pendant entendu? Ouais, j'ai entendu et j'ai eu la notif. Votre commande a bien été livrée, machin et tout. Donc parfait pour ça. Je pense qu'on a fait le tour de ce côté-là. On a fait, je pense, on a parlé des deux questions. On avait dit un podcast pas trop long. Je vois que ça fait déjà 2 heures. Putain, Rémi, pas trop long, on avait dit. Et il y a Ouais. de moins en moins de questions. Là, on en a teasé 2. On a réussi à tout faire, mais ça a duré 2 heures, quoi. Non, mais à chaque fois, on dit ça. On dit oui, on fait 2 questions, mais en même temps, après, il y en a plein d'autres qui se greffent. Et du coup, ça nous permet d'étaler un petit peu nos points de vue. Et puis, bien sûr, bah, c'est ce qu'on verra aussi sur ta chaîne YouTube, où on va pouvoir aller chercher encore plus de profondeur dans certains sujets et surtout vous donner une image. Donc, le combo podcast du 0RIR et la chaîne de Denis, ça va être juste fantastique. C'est vrai que, putain, on a teasé cette chaîne YouTube. On a fait- Ah non, mais en même temps, quand je vois les retours que tu as eu sur ta première vidéo, moi je peux que me réjouir. Franchement, tu as eu un super accueil hein, là-dessus, hein. Sur le format Ouais, long, bon, on te connaissait très bien pour ton format court, et surtout de voir les retours des gens, c'est juste merveilleux, hein. Après, il faut dire que l'aventure YouTube, c'est quelque chose que j'ai préparé. Il faut savoir que déjà, quand je suis arrivé sur le format court, je suis pas arrivé en mode euh, je poste une vidéo et c'est terminé. Euh, C'est-à-dire que j'ai analysé un peu ce qui se faisait pour faire quelque chose de différent. J'ai préparé plusieurs formats de vidéos différentes. Quand la première fois que j'ai posté sur TikTok, à l'époque, j'avais 90 vidéos d'avance. J'avais 90 vidéos d'avance, j'avais une stratégie que je devais publier, etc. Je m'étais dit, il faudrait que voilà, tu fasses tant en termes de résultats. Enfin, il y avait une stratégie qui était ficelée. YouTube, c'est pareil. YouTube, bah, si vous avez regardé le premier vlog, c'est quelque chose que j'ai déjà essayé bien avant mon départ à Budapest, donc bien avant le départ du podcast, etc. Au final, avec tout ça et avec bah, dernièrement l'envie, j'ai peaufiné un peu plus le truc, je me suis repenché sur la question et je me suis lancé. Mais j'ai jamais rien fait voilà, comme ça, en claquement de doigts. Tout est toujours bien ficelé. Et c'est ça le truc, c'est qu'on essaie toujours de proposer, enfin j'essaie toujours de proposer de la qualité et j'aimerais que ça se voit sur mon contenu. Et comme tu Non, l'as mais dit, t'inquiète pas qu'on le voit. Enfin, je pense que bon, c'est vrai que le podcast il est souvent en impro, mais tout le reste, tout ce qui gravite autour, c'est très organisé, toujours très planifié, parce que on a aussi ce côté un peu rigoureux, un peu méticuleux. C'est pour ça aussi que les cahiers d'entraînement, notre progression, tout est calculé, nos données, tout est enregistré. C'est aussi un peu à notre image, hein. mais tu vois le, les vlogs, j'aimerais aussi qu'ils soient un peu comme ça, en mode du moins la partie vlog Ah oui, mais moi qui. je parle pas du contenu, je parle de la forme en fait, de comment toi tu organises Ah oui, oui, voilà, oui, oui. derrière. Ouais, ouais. Après, l'intérieur du. Au contraire, c'est bien d'avoir ce côté un peu impro qu'on a, ce côté un peu nature, Ça c'est, cette tu vois, spontanéité que tu as aussi. je pense que tu vois, ça va être la difficulté, dans le sens où tu vois, progressivement, je commence à me lâcher de plus en plus dans le podcast. Je pense que ça s'est vu dans celui-ci. C'est difficile d'être réellement spontané, parfaitement naturel, tu vois, dans un truc. Tu as toujours ce truc tu essayes d'être dans la retenue et c'est ça qui. Tu vois, j'aimerais vraiment aussi présenter via les vlogs et progressivement dans le podcast, dans mes formats courts aussi, aussi la réelle personne que je suis
tu vois. Et par exemple, les vlogs que j'ai fait avec Margot, les vlogs en format court sur les réseaux, bah, c'est plus ça la personne que je suis. Et en gros, quand je m'entraîne avec Margot, juste je pose la caméra et je m'entraîne, tu vois. Et à la fin, je prends les rushs et j'en fais quelque chose. C'est plus comme ça que je suis dans la vraie vie. Et tu vois, quand je filme, quand je fais les trucs, bah, c'est difficile. Tu tiens la caméra, tu essayes de paraître bien. Et au final, il y a quand même ce truc du bah, je suis pas totalement moi-même. Là, tu vois, quand on est en podcast tous Ça les va deux, venir, ça va venir. c'est ça, ça va venir. Mais ouais, il y a pas mal de marges de progression. Et l'exemple le plus concret, c'est mon contenu Insta, enfin mon contenu court, la façon dont je parle, la façon dont je présente les choses. J'ai une intonation de voix qui est différente, etc. Parce que c'est pas un exercice qui est très facile. Et en plus de ça, il faut savoir que même si j'ai l'air d'être plutôt, voilà, je parle beaucoup, j'ai une grande gueule, machin, etc. En réalité, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très timide. Et en plus, au niveau de la façon dont je parle, bah, c'est quelque chose sur lequel pendant très longtemps, j'étais pas hyper sécure là-dessus. Et donc, ça a été aussi une épreuve pour moi de me lancer dans les vidéos. Et un challenge aussi qui m'a demandé beaucoup et qui m'a apporté beaucoup. Mais ça, je pense que bah, justement, on pourra en reparler dans une autre vidéo. Mais tout ça, ça fait que c'est plein de choses qui sont hyper challengeantes pour moi. Et c'est comme ça aussi que je vois la vie, en mode que ce soit toujours un challenge qui est toujours quelque chose. Mais de base, voilà, je pense que vous allez sentir la progression. Et même la personne qui reprend toutes mes premières vidéos jusqu'à maintenant, je pense qu'il va sentir la progression dans tous les domaines, que ce soit le fait d'être à l'aise, le montage, la qualité de l'information, la façon dont je présente l'information. Et c'est ça aussi le but de cette nouvelle aventure sur YouTube, de présenter progressivement les choses. Mais même Et moi de le les premier. améliorer. Mais même moi le premier, je veux dire, enfin, bon, t'es mon frangin. Quand je vois comment tu étais il y a 5 ans et ton évolution, c'est vrai que c'est un beau changement que tu fais. Toi aussi, ma soeur, t'as un peu changé. Mm. Maintenant, t'as des J'ai pris lunettes. des bras. T'as pris des bras? Toi, t'as pris du ventre. Toi, t'as perdu des pecs. Voilà, ça c'est l'humour à la gallois. Et ça pourrait durer pendant des heures. Ouais. Ouais, ouais. Et tes mollets, ils en sont où? Et les tiens? Les miens, elles sont très bien. Tu veux Ok. que tu veux que je te les montre? Et l'épaule, ça va? L'épaule, ça va, je l'ai dit au début. Ça va mieux. On se fait une petite séance push? Ouais, petite séance push quand tu veux. Mes frères, mais même en étant Oh, blessé, allez, il va même, recommencer là. même sans m'entraîner pendant 6 mois, même plus pendant 1 an, frère, tu me suis même pas sur une séance push. Je me suis même pas. Bientôt au galop gym. Oups. Oups. Allez, on va conclure le podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. On n'a pas fait trop de référencement sur celui-ci. N'hésitez pas à nous dire tout ce que vous voulez dans les commentaires. Et il y a la 750e évaluation sur Spotify à prendre. Nous sommes à 749. Donc voilà, si l'un d'entre vous peut aller passer la petite barre symbolique des 750, ça sera super. Putain, Rémi, t'as fait ton. Tu l'as fait il y a Ouais, deux ouais, semaines. je l'ai fait au début du podcast. J'avoue, je l'ai fait au début du podcast. On Bravo, Rémi. change pas, on va pas changer là-dessus. Ne change pas une équipe qui gagne. Bon, en tout cas, merci à tous pour votre écoute et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zéro RR Podcast. À bientôt.